Et salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit stream sauvage, un petit stream collection, une petite matinale détente pour discuter, échanger avec vous et regarder de jolies cartes. Euh, et merci beaucoup à Shax pour le sub, merci énormément, 3 mois consécutifs tu régales, merci beaucoup. Je voulais prendre ce dimanche matin assez calme pour vous parler d'une collection qui me tient à cœur. Vous savez que moi je suis un grand fan de cartes Dragon Ball Vintage, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, j'ai déjà fait plusieurs stream collections qui tournaient autour de ça. C'était des stream collections qui malheureusement ont disparu dans les méandres d'internet parce qu'on n'avait pas de chaîne replay à l'époque. J'avais fait notamment un gros stream collection sur l'entièreté des cartes DBZ Vintage. Et là je reprends un peu une série que j'ai commencé il y a quelques mois. Où je vais vous parler série par série des cartes Dragon Ball Vintage qui me tiennent à cœur et ces streams là ont vocation du coup à perdurer dans le temps parce que ensuite je les upload sur la chaîne Valepel Replay, donc du coup ils sont là pour toujours pour ceux qui veulent les revoir, s'intéresser un petit peu à la carte vintage, à la passion des cartes tout simplement. Donc voilà, très content de pouvoir faire ces petits streams là. Merci à ceux qui sont déjà présents. On va peut-être attendre un tout petit peu que les autres arrivent. C'est vrai que dimanche matin 10h30, on est un peu vacances, c'est farniente, le temps est lourd, il fait chaud. Il y a moyen qu'il y ait beaucoup de gens qui dorment, je peux concevoir. Mais voilà, si jamais vous vous réveillez, c'est le moment de prendre un petit café, de vous poser tranquillou, hein. Et bienvenue à tous ceux qui sont là. Déjà, comment ça va le chat? Comment ça va de votre côté? Est-ce que c'est un dimanche calme? Est-ce que vous êtes en vacances, en repos, en week-end? Comment ça se passe pour vous? Je crois que tous les réglages sont plutôt bons. Ok. Salut Flo Foufoun, ça va? Ça te chill à mort? Bon, c'est cool. C'est cool. De toute façon, 10h30 un dimanche matin. J'espère qu'on n'a pas autre chose à faire que chiller. Ou alors, malheureusement, ceux qui travaillent le dimanche, forcément, sont au boulot. Mais est-ce que tu peux pas un peu chiller au boulot quand c'est dimanche? Ça dépend. Tu files au tournoi de l'espace champêtre. C'est vrai qu'il y a le tournoi de l'espace champêtre. Eh ben écoute, amuse-toi bien à l'espace champéré Mizikaza et je te souhaite tout plein une bonne réussite. J'espère que ce tournoi s'est bien passé pour le coup. On l'avait un petit peu mis en avant, notamment lors d'une vidéo YouTube. On avait été invité à participer à l'événement. Ça avait l'air d'être un tournoi incroyable. Juste avec PL, voilà, on a pas mal bougé récemment. On avait envie de se poser, de se reposer, de profiter de nos vacances et pas faire un énième voyage sur Paris. Sachant en plus qu'on va aller à Paris du coup en septembre pour le GP et à Lille fin août pour le Calling Flesh and Blood. J'avoue que du coup, l'espace champéré, j'ai juste dodge, mais j'espère en tout cas que ça s'est bien passé parce que l'organisateur est ambitieux. C'est des projets intelligents, intéressants qu'il faut mettre en avant. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. Voilà, toutes les initiatives comme ça dans la communauté MTG, les gros tournois comme ça, il faut les mettre en avant et j'espère que l'orga se passe bien. Aujourd'hui, challenge sealed. Ok, lourd, 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 lourd. T'es bien matinal, bien sûr, Mendoza, mais tu sais que moi j'aime bien streamer le matin. Je suis plutôt du matin globalement. Est-ce que je vais faire le tournoi de croquis la semaine pro? Bon, ça dépend quand il est. Moi, j'ai déjà un tournoi, une espèce d'AP, un tournoi Shield à Flesh and Blood le samedi. Selon comment ça tombe, c'est pas impossible que je me fasse un petit tournoi, hein, franchement. On se refuse rien, hein. Ça sera un tournoi en Explorer, en standard, dis-moi un peu plus, Mendoza. Si c'est en alchimie, c'est sûr que je le dropperai. Sinon, pour le reste, on peut en discuter. Comment ça va, Demest? Bienvenue à toi. Est-ce que pour les gens qui sont sur le chat, il y a des gens qui suivent les stream collections de base et qui savent donc du coup ce que sont que des cartes Dragon Ball Vintage, notamment la notion des Cardass, Bandai, Amada, ou est-ce que tout ça vous est totalement inconnu et dans ce cas-là, bienvenue et bonne découverte. Ah, c'est en alchimie. Ouh, il y a de grandes chances que je ne fasse pas ce tournoi, non, Mendoza, malheureusement. Je sais que c'est l'actualité du moment et que bah, du coup forcément Croquis traite l'actualité, mais nous notre communauté nous a bien fait comprendre que bon l'alchimie ça va 2 minutes quoi. Et ça a beau être l'actualité, si ça n'intéresse personne, si ce que tu veux partager n'a pas de n'a pas de réception, à moins que tu sois passionné fort, tu vois typiquement là les cartes vintage Dragon Ball, les cartes des années 90, ça a peu de réception mais je suis passionné fort, tu vois. Et donc même le peu de gens que ça intéresse, ça me dérange pas de le faire pour eux, pour ceux qui vont être intéressés par ça. Mais l'alchimie, ça me passionne pas assez pour du coup investir du temps dans quelque chose qui va avoir une toute petite réception quoi. Donc
pas forcément chaud pour ce tournoi alchimie. Ça me dérange pas de faire de l'alchimie pour le fun s'il y a des decks vraiment qui sortent du lot. Mais globalement, c'est pas sur ça que je vais axer mon contenu Magic Arena, quoi. Ça a donné quoi les retours de la vidéo, justement? On n'a pas encore fait le calcul total, Flofoufoun. Elle continue un peu à faire ses vues et tout, donc on va bientôt en tirer les conclusions. Mais déjà, à vue de nez, allez, je vais te faire ça au doigt mouillé, hein, vraiment, je mouille le doigt. T'as une bonne 50% des commentaires qui disent l'alchimie ça dégage, j'en ai rien à foutre, je veux pas en voir, à peu près. Une bonne vingtaine de pourcents qui dit, donc à peu près une personne sur 5, peut-être un peu moins, qui dit ouais, l'alchimie moi j'aime bien, faites-en, présentez-moi de l'alchimie, ça me fait rêver. Et on a une bonne trentaine de pourcents qui dit écoutez, l'alchimie rien à foutre, cela dit, je regarde tout votre contenu, donc alchimie ou pas, je passerai un bon moment pour le moment entre amis, la bilveuserie, le divertissement, quoi. Donc quand même, globalement, tu as 80% des gens qui nous disent l'alchimie, on s'en cague. Mais dans ces 80%, il y en a quand même une trentaine de pourcents qui dit allez, s'il n'y a pas que ça sur la chaîne, on regarde quand même, quoi. Donc pour l'instant, ça sent pas très bon, si tu veux, en termes de retour sur l'alchimie. Bah c'est normal, Nécrotique, il y a très peu de gens qui y jouent, hein. Franchement, c'est normal. Mais même en standard, en ce moment, il y a une grosse queue, et c'est normal, c'est l'été, les gens sont dehors, passent du temps à faire autre chose que jouer aux cartes, ou alors jouer en papier. Si tu veux queue, si tu veux taguer rapidement, il faut jouer en Explorer, là, il y a de la marge, ouais. Des BZ, j'en avais étant ado, je les ai toutes revendues malheureusement. Je les ai achetés au Mourillon dans un magasin de jeux vidéo à l'époque, il y avait tout un business. Incroyable, incroyable, bah ouais, c'est clair. À l'époque, dans les années 90, début 2000, fin 90, début 2000, t'avais beaucoup de magasins d'import justement où tu pouvais trouver justement des cartes Dragon Ball comme ça, qui à l'époque n'étaient pas des cartes Dragon Ball vintage. T'avais un peu ce délire-là. T'avais aussi une grosse entreprise, une grosse industrie des cartes fausses. Moi, je me souviens à Babou, si jamais tu connais le Mourillon Mendoza, tu connais Babou, qui n'existe plus sur Toulon. T'avais vraiment ce stand où tu pouvais acheter de la carte DBZ et t'avais beaucoup de fausses. T'avais des sachets en fait réemballés avec des cartes dedans. T'avais des vraies, des fausses, c'était rigolo, quoi. Je pense, Papillon, qu'il y a eu un espèce de désamour naturel. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'alchimie, pas nécessairement à cause des mécaniques numériques only, mais à cause de l'économie. Et donc, du coup, ça a mis une espèce de frein. Les gens ont été rebutés naturellement et maintenant on peine à déconstruire ça. C'est-à-dire que qu'importe à quel point le format peut être bien, et je pense qu'il y a eu des formats alchimiques qui ont été sympas, quoi. Je doute un peu de celui-là, malheureusement, au vu de la puissance d'Esper, mais bon, c'est une autre question. Mais en tout cas, même quand l'alchimie a été bien avec des mécaniques intéressantes, en fait, il y avait une espèce de relation qui avait déjà été consumée, si tu veux. C'est trop tard. La mise en place de l'alchimie a tellement été désastreuse en termes de communication et d'économie que maintenant, les gens, ils font plus l'effort, si tu veux. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'alchimie par principe, pas nécessairement à cause des mécaniques, quoi. Ouais, c'est difficilement défendable, Papillon. C'est quand même beaucoup plus facile de jouer en Explorer, qui va pas te demander de rotation, qui va pas modifier tes cartes, qui va pas demander énormément de nouvelles cartes à investir qu'en Alchemy, hein. Si tu joues en standard, tu joueras naturellement plus facilement en Explorer qu'en Alchemy, pour le coup. Mais bon, après voilà, je suis le premier à dire que sur le fond, l'idée est bonne, hein, de l'alchimie. C'est pas tout n'est pas à jeter, les mécaniques sont pas inintéressantes. J'ai juste le sentiment que voilà, la relation est consommée et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, qu'importe ce que fera Wizard of the Coast. Ça va être très difficile. Très, 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 très difficile d'intéresser les gens à ce contenu-là. Donc du coup, j'espère que le tournoi de Croquis va bien se passer pour lui. J'espère qu'il n'aura pas trop de désistements et compagnie, mais... si je devais faire un petit tournoi Valet PL, là, franchement, je l'aurais pas fait en alchimie. Je vais pas vous mentir, j'aurais pas pris ce risque-là. Bon, est-ce qu'on est prêt là? On peut partir un petit peu sur du stream collection. On est là pour voir des belles cartes ou quoi? Et en même temps, Papillon, t'as entièrement raison. C'est-à-dire que moi, je discute de ma position sur l'alchimie en tant que créateur de contenu, en tant que streamer, en tant que vidéaste. Si t'es juste un kiffeur et que tu veux jouer en alchimie, t'as totalement raison d'y jouer, quoi. Si demain j'étais un fan d'alchimie, mais je bousillerais de l'alchimie, qu'importe à quel point c'est populaire ou pas, quoi. Moi, en 2013, je jouais en Duel Commander, ça intéressait quoi, 300 personnes en France, et j'adorais ça, et je bourlinguais le Duel Commander, quoi. Ça avait pas la hype que ça a actuellement. Donc on s'en fout un peu, en fait, globalement, que les gens aiment ou pas. Si toi t'aimes, t'as totalement raison de continuer ton chemin. Tant que tu tags contre des oppos et que tu prends du plaisir, et Magic, tu peux être deux à jouer à un format,
être seulement 2 dans le monde à le connaître. L'avantage de Magic, c'est que si tu prends du plaisir, c'est gagné. Hein. Let's go, il n'y a pas de problème. Ah, je comprends Superplo, mais ça c'est parce que t'es un feignant comme moi, ça. Ça c'est parce que t'aimes pas lire les cartes. Ça c'est un argument très personnel dans ce cas-là. Mais ça s'entend aussi. Mais bon, c'est la puissance de Magic, chacun le consomme au niveau où il souhaite. Enfin, genre Magic c'est un jeu qui se consomme aussi bien en kitchen table qu'en compétitif, en casual, qu'en joueur de boutique. C'est la puissance, quoi. Tu pourrais être... Tant que vous êtes 2 à kiffer un format, vous jouez, quoi. La folie, c'est trop bien. Il n'y a aucun jeu qui peut se targuer de ça à ce point-là. Hein. C'est la puissance de Magic. Alors bon, je pense qu'on est parti comme nous dit Nécrotique. Aujourd'hui, du coup, je vais vous faire une petite rétrospective des cartes Dragon Ball Vintage, celles qui ont animé nos cours de récré, pour ceux qui ont 30 ans comme moi ou plus. Ces fameuses cartes dérivées des cartes japonaises, ou alors tout simplement éditées au Japon, qui en tout cas moi ont bercé mon enfance et qui ont été vraiment mon introduction aux cartes. Pour refaire la genèse un petit peu de comment je suis arrivé à Magic, moi dans la cour de récréation, il y avait les billes, les POG et les cartes Dragon Ball Vintage. Et ces fameuses cartes Dragon Ball Vintage, on a commencé ensuite, quand Pokémon est sorti en 99, à les échanger contre des cartes Pokémon. Et ces fameuses cartes Pokémon, quand on a un peu grandi, qu'on est passé au collège, on les a échangées contre des cartes Magic, et maintenant ça fait 25 ans qu'on joue à Magic, qu'on est piqué, qu'on est... c'est fini, voilà, c'est foutu, on est tombé dans Magic, on creuse encore, on ressortira jamais de ça. Mais à la base, moi, mon introduction à Magic, elle est venue d'abord de la passion des cartes, et la passion des cartes, elle est arrivée avec les cartes DBZ. Pour beaucoup, elle est arrivée avec les cartes Pokémon, pour les gens un peu plus jeunes que moi, et pour d'autres, elle est arrivée directement avec Magic, tant mieux si vous êtes tombé dedans directement. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des solitaires à Magic. Oui, bah, tu peux faire plein de trucs, ouais, bien sûr. Tu peux goldfish ton deck selon ce que tu joues, quoi. Tu peux même jouer tout seul. Moi, j'ai mon meilleur copain, Mika, et je me moque de lui assez régulièrement là-dessus. Il joue tout seul chez lui. Il prend 2 packs de Duel Commander, là, et un face à face. Il décide, ok, lui c'est le gentil pack, lui c'est le méchant pack. et il bourre, quoi. Ce qui est, pour moi, n'a aucun sens, mais s'il y prend du plaisir, je le titille et je m'amuse à me moquer de lui là-dessus, mais en vrai il a raison, s'il y prend du plaisir. C'est juste que quand t'as, genre, tu te retrouves dans le spot de je joue une carte et l'autre deck il a un contre-sort, tu dis bon, je le contre ou pas? Non, faut définir un rôle, c'est en mode ok, je veux que ce soit ce deck qui gagne, donc ouais, je vais pas contrer ton sort, c'est un peu bizarre dans l'idée, mais sinon ça te permet au moins de voir un peu comment sortent tes cartes et tout. Enfin, je l'ai fait étant jeune, tu vois. Moi je me moque de lui parce qu'il le fait étant adulte. Je joue avec moi-même pour tester mes decks aussi, et putain, Mister Fuma, mais en fait vous êtes trop nombreux à faire ça. En fait il y a trop de gens, vous êtes cachés là, vous sortez du bois là dès que j'en parle en fait. Ça m'arrive de jouer solo, oh là là. Mais vous êtes si nombreux en fait. Mais comment vous faites pour prendre les décisions? Vous définissez un rôle en mode ce deck là doit gagner, c'est pas possible. Plus un ici, non. Oh. J'ai Z Endril aussi. Mais en fait tout le monde le fait, ça serait moi du coup qui serait dans l'erreur. Je suis en train de découvrir quelque chose là. En fait je me moque de mon pote alors que c'est lui qui devrait se moquer de moi. Genre en mode Val, t'as perdu ton âme d'enfant, t'es plus capable de jouer à Magic tout seul. T'as mis un coup de pied dans la fourmilière. Ah ouais, complètement, ouais. Aïe 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 papillon. Mais je vais devoir faire un mea culpa parce que ça fait 10 ans que je me moque de mon pote. Je le fais pas, je te rassure. Je joue avec mon enfant de 1 an. Ok. Ah, y a quand même Greg qui dit non, -1. Ça va Alpha? Et toi? Comment ça va? Bon bref, les solidaires du Magic Game, là on est là pour parler des cartes un peu DBZ, des cartes vintage. Sur le précédent stream collection, si vous ne l'avez pas vu, pour l'exclamation replay dans le chat, vous avez accès du coup à la chaîne replay. Et puis vous regardez stream collection DBZ, vous allez tomber directement dessus. On avait présenté ce qu'étaient les Super Battles, donc pour moi la collection emblématique des cours de récré des années 90 de la carte vintage DBZ. Voilà, c'était super sympa. J'ai vraiment essayé de tout englober, même s'il y a beaucoup d'autres choses à raconter. Et là aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre collection qu'on appelle les Hero Collection. Typiquement vraiment l'adversaire des Super Battles, parce que on rappelle qu'il y a 2 grosses entités qui faisaient du produit dérivé à l'époque. Quand un manga marchait bien, tu avais une énorme machine industrielle au Japon qui bazardait du produit dérivé à fond les ballons. D'ailleurs Yu-Gi-Oh est devenu un jeu de cartes grâce à ça en fait, grâce à cette industrie du produit dérivé, c'est-à-dire que le mangaka designait son manga pour être un duel des ombres, pas forcément un duel de jeu de cartes.
Et son éditeur lui a dit non, mais là, ton duel des ombres, là, fais-le avec des cartes, comme ça, nous, on peut éditer des produits dérivés. Et c'est parti comme ça, c'est parce qu'il y avait une grosse politique de produits dérivés sur les mangas à succès. Et donc, du coup, on a eu énormément de cartes sur toutes les licences du monde dans les années 90. Sailor Moon, Kenshin le Vagabond, Yu Yu Hakusho. Je vous ai présenté d'ailleurs mes cartes Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Sailor Moon, voilà. Toutes ces licences qui ont extrêmement fleuri et marché dans les années 90. On en a fait des cartes et compagnie. Et pardonnez-moi, pour la carte Dragon Ball Vintage, j'ai eu des centaines de séries différentes. Parce qu'il y avait une énorme consommation de ça au Japon. Et en fait, quand nous, notamment par le biais de AB Productions, Club Dorothée et compagnie, on a racheté en masse des mangas et compagnie pour les implanter en France, merci Alcilon, et ben en fait, on a aussi pris la culture du produit dérivé, c'est-à-dire que quand DBZ a commencé à marcher en France, ben forcément, il y a eu un public. Les Japonais se sont dit putain, la France achète nos animés, les diffuse et ça fonctionne. Il y avait une vraie hype sur Dragon Ball dans les années 90. Ils se sont dit ben on va aussi leur filer nos cartes en fait, leur envoyer nos produits dérivés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé du coup avec des cartes Sailor Moon, des cartes Dragon Ball Z et tout dans les cours de récré. Alors ça parlera à tous ceux qui ont plus de 30 ans. Moi j'ai 30 ans, il faut savoir que la culture des cartes dans les cours de récré, on va dire l'édition des cartes Dragon Ball Z, ça s'est arrêté en 97-98 quand la hype DBZ est retombée avec la fin du Club Dorothée en 97. Donc ce qui fait que moi j'avais 6-7 ans quand ça s'est arrêté, j'étais déjà très minot. Ceux qui ont vraiment connu cet engouement, alors entre guillemets des cartes dans les collèges qui étaient un peu plus âgés que moi, ceux qui avaient plutôt entre 10 et 14 ans quand c'était la folie des cartes DBZ, c'est plutôt des gens qui ont 35 ans et plus. Voilà, la plupart des collectionneurs vintage de cartes DBZ sont un peu plus âgés que moi. Moi je suis plutôt team Pokémon. Pokémon ça arrive en 99. Moi j'ai plutôt l'âge d'avoir été dans la génération Pokémon, mais en fait j'ai vite switché de Pokémon à Magic, du coup au final, moi, quand j'avais entre 10 et 14 ans, c'est plutôt les blocs Invasion, Odyssée, Carnage et Magic qui ont fomenté ma nostalgie, quoi. Mais j'en ai 41 et j'ai bien connu tout ça. Ben voilà, tu vois, Mendoza, c'est plutôt des gens plus âgés que moi. Et toi encore, t'as dû connaître ça fin collège, début lycée. Mais c'était quand même la folie, c'était quand même la hype. Hein. Les gens fin collège, peut-être lycée, c'était un peu référencé. Enfant, Dragon Ball Z, c'est pas la même culture que nous. Maintenant, les adultes regardent des animés. À l'époque, c'était quand même sur Club Dorothée, AB Productions, il y avait quand même ce côté, c'est destiné à un public d'enfants. Et si tu kiffais ça au lycée, t'en parlais pas nécessairement. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de podcasts de collectionneurs vintage de DBZ. Voilà, c'était vraiment le fit ultime, c'était quand t'étais au collège, quoi. Mais voilà, donc du coup, moi j'ai connu ça très très jeune, mais il y a des gens qui ont connu ça beaucoup plus âgés et qui ont mieux connu ça que moi. Et moi, j'adore justement me plonger dans cette culture-là que j'ai entreaperçue. Et j'écoute beaucoup de podcasts pour avoir des retours d'expérience, des histoires de collection de l'époque, et ça me fascine. Il y avait beaucoup de magasins d'import, des magasins de jeux vidéo qui faisaient justement de la carte vintage comme ça, et c'était trop bien, quoi. Ouais, c'est ça, la grande époque. Enfin, j'adore cette période-là, en fait. Je crois que j'adore les années 90, un peu étonnamment. Je sais que les gens sont plutôt fans des 70s ou des 80s, et moi, j'ai un kiff pour les polos trop larges, Hélène et les garçons, et les années 90, quoi. Ouais, exactement. Je crois que c'est ça le délire, en fait. J'aime bien la décennie dans laquelle je suis né, en fait. On est d'accord, Mendoza. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir plein de cartes DBZ Vintage dans nos cours de récré étant enfant. Et c'est un truc qui a mûri en moi pendant des années. J'ai toujours repensé à ces cartes en grandissant, en ressassant sans cesse qu'un jour je voudrais les récupérer. Et quand j'ai grandi, que j'ai eu un peu de pouvoir d'achat, je les ai réachetées au prix fort évidemment parce que c'était devenu un produit de collection. Ah bah Team 95 ici, t'as pas dû connaître tout ce dont on parle à Alpha, mais c'est pas grave. Moi je suis aussi là pour, tu vois, passer, tu vois, entre guillemets, faire un peu une passation, raconter des histoires et c'est pas grave si tu l'as pas connu, ça t'empêchera pas de kiffer. On va partir directement, là je vais vous montrer du coup le petit setup. Là on est sur le setup Stream Collection, je vais vous montrer les cartes là, on va en discuter, regarder les visuels, passer un bon moment. Mais avant toute chose, on va aller directement sur la fenêtre de Dragon Ball Collection. Donc DBZ Collection, c'est le site référence en France qui référence toutes les séries de cartes Dragon Ball Vintage, des années 80 jusqu'aux années même les plus récentes. Et vous allez voir qu'en termes de séries et de produits dérivés de cartes, pour les passionnés, il y a des gens qui sont complétistes, c'est impossible, quoi. Il y a énormément de séries. Tout ça, là, ce sont donc toutes les séries de cartes Dragon Ball qui sont sorties
entre 90 et 2010, on va dire. Ensuite, il y a eu les françaises, parce que ce qui est sympa, c'est que la France, étant un des premiers pays consommateurs de manga, on a eu la chance aussi, nous, d'avoir nos propres séries traduites en française. C'est le cas des Super Battle, qu'on a appelé les Cardass Grand Combat. Moi, je fais les versions japonaises, mais il y a des gens qui font les versions françaises, grands fous qu'ils sont, tellement ça coûte cher et tellement c'est rare. Mais voilà, il y a des gens qui font ça. Il y a eu quelques produits américains, quelques produits italiens et compagnie. Mais voilà, ça c'est l'entièreté des séries différentes. Pas des parties, c'est pas des extensions comme à Magic. Ce sont des séries différentes qui ont chacune leurs propres extensions qui ont été éditées entre temps. Donc laissez-moi vous dire que quand vous êtes un collectionneur de cartes vintage, c'est un puits sans fond, c'est un but sans fin. L'important c'est le voyage, il n'y aura jamais d'arrivée. Je préfère vous prévenir. Mais voilà, vous pouvez du coup, parmi toutes ces séries-là, vous intéresser qu'à certaines. Moi, c'est ce que je fais. Il n'y en a que quelques-unes qui m'intéressent. Et les autres, je les laisse pour l'histoire. Voilà, pour la postérité. J'ai connu un peu tout. Bah, trop bien, trop bien. Le petit Japon, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est impossible à réunir. Tout est impossible à réunir. C'est totalement impossible. Il y a des séries qui, de toute façon, si jamais vous vous intéressez aux PP Cards, les PP Cards, c'est 32 séries qui ont des déclinaisons pour chaque. On en avait déjà parlé lors du premier Stream Collection qui introduisait le Stream Collection de toutes les séries iconiques. Pour chaque rareté, vous avez des versions alternatives de chaque carte. Ça, c'est le prix d'une grosse voiture, quoi. C'est peut-être 30 ou 40 000 balles pour assembler les 32 parts des PP. Laissez-moi vous dire que je sais pas si en France il y a des gens qui sont full PP, pour vous donner un ordre d'idée. Au Japon, c'est probable. En France, je crois pas. Je crois pas. Il doit toujours manquer quelques promos, quelques spécial cards, quelques produits limités. Ok, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a déjà parlé des Super Battles la dernière fois. Si vous n'avez pas vu, évidemment, la chaîne replay. Alors, les Super Battles, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Hop là. La part 13 qui est bien connue de tout le monde. Voilà, les Super Battles, c'est ces cartes-là, ces fameuses cartes qui se décollent pour révéler un dessin encore plus stylé derrière. C'est pour moi les cartes les plus emblématiques, iconiques des années 90, celles que vous avez vues dans vos cours de récré, et la première série que j'ai voulu récupérer. Pas si facile à récupérer, cela dit, pour le coup. Mais bon, quand tu veux, et quand tu mets le temps, et quand tu es patient, tu peux. Il y a une deuxième série dont j'avais envie de vous parler, et j'en parlerai d'autres séries dans d'autres Stream Collection, c'est les Hero Collection. Voilà, les Hero Collection, c'est une série qui est super courte, qui est en 4 parties, à l'inverse des Super Battle qui ont 20 parts, donc forcément c'est plus long à récupérer, là il y en a seulement 4. Ce qui est intéressant à savoir avec les Hero Collection, c'est que c'était vraiment des concurrents directs aux Super Battle, parce qu'à l'époque, quand je vous parle de la surindustrialisation des produits dérivés, quand un animé marchait, on bazardait un maximum de cartes et tout. Tu avais surtout deux gros éditeurs. Tu avais Bandai, donc avec les fameuses Ondan et avec les fameuses, donc les Cardass Ondan, les principales, et les Super Battle. Bandai voilà, a été vraiment le gros distributeur de différentes séries, mais tu avais un concurrent qui s'appelait Hamada, qui lui n'était pas Bandai, qui eux ont les PP Cards, les fameuses PP Cards emblématiques, qui sont pour les collectionneurs le Graal, car les plus durs à réunir, celle dont je vous ai parlé juste avant. Mais il y a aussi une autre collection, vraiment magnifique, assez courte, et plutôt abordable à réunir, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui, c'est les Hero Collection. Et donc du coup voilà, à retenir que c'est pas Bandai, c'est Hamada, qui était un autre gros éditeur de produits dérivés dans les années 90. Alors voilà, la partie 1, elle est composée de 159 cartes, dont 144 régulars, 12 prismes et 3 cartes double gold laser WGL. Vous verrez ce que c'est plus tard. La deuxième série, elle se compose de 103 cartes, dont 72 régulars, 12 prismes, 3 cartes double gold laser et 16 platina cartes. Voilà, l'introduction dès la part 2 des platina cartes. La troisième partie, elle se compose de 103 cartes, dont 72 régulars, 12 prismes, 3 cartes double gold laser WGL et 16 platina cartes. Et je crois que c'est exactement le même ratio pour la part 4. Donc la part 1 est extrêmement plus cossue en termes de régulars, mais n'a pas de platina carte. Et après, la partie 3, la partie 2, 3 et 4, elle se décline avec les mêmes ratios. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que à la différence des Super Battle ou des Cardass, et notamment les licences Bandai, qui gardent la même maquette mais changent seulement les couleurs de part en part, donc d'extension en extension si on raisonne en Magic, et ben l'avantage chez Hamada, c'est que chaque nouvelle part, chaque nouvelle série arbore une nouvelle maquette
un nouveau shape, une nouvelle frame pour vous parler en Magic. Et ça c'est super cool parce que en fait en 4 séries, tu as l'impression d'avoir 4 licences, en 4 parties, pardon, tu as l'impression d'avoir 4 séries différentes. Et ça, moi, ça me fait kiffer. Ça veut dire qu'au sein de la même collection, il peut y avoir une part que tu n'aimes pas trop et une part que tu adores. Elles sont vraiment très différentes. Et ça, je trouve ça genre giga cool, quoi. Donc j'adore les héros collections pour ça, et je les adore aussi parce que vraiment quand tu te mets à collectionner la carte DBZ Vintage, s'il y a bien une série qui est facile à récupérer, assez disponible, que tu trouves facilement sur les groupes Facebook, qui est pas trop cher au regard de ce que sont les autres séries, et ben c'est bien les héros collections. Pour moi c'est une série d'introduction exceptionnelle. Est-ce que vous avez des questions ou on passe directement à... on va regarder un peu les séries, en fait, les différentes parties, quoi. Est-ce qu'il y a deux, trois questions? Alors, il précise pas, d'habitude, il précise la date de sortie. Là, j'ai pas la date de sortie des premières héros collections. J'imagine 93, 94. On va regarder sur mes cartes si c'est pas noté. Alors à noter, par contre, à préciser que pour les héros collections, vous ne faites pas avoir, il y a quand même 2 prints différents. Il y a le print japonais, avec les cartes de grande qualité et un prisme hard. Je vous ramène encore une fois aux anciens stream collections pour connaître la différence entre un prisme hard et un prisme soft. Par contre, il y a eu des versions éditées pour les États-Unis, donc les versions USA, qui elles ont une qualité d'impression moins stylée en fait. Comme d'hab, de toute façon au Japon on imprime toujours mieux qu'ailleurs. Et qui ont un prisme soft, donc un peu moins élégant. Ok. Eh ben écoutez, c'est parti. Ouais, je peux laisser... Non, je vais fermer la fenêtre. Ça sera très bien. On va commencer directement avec les communes. En fait, moi, je... Merci Coria Twitch pour les 5 subs, qui offre un sub du coup à GZ Enril, à Owelord, Dino, DG, 9 Marco, 6 Lune. Merci, tu régales. Merci énormément Coria. Salut Kalimetar, mais tu fais bien, passe donc en coup de vent. Merci énormément, hein, Coria. Je vais commencer par vous montrer les communes. Moi, je classe toujours les communes d'un côté et ensuite les prismes de l'autre. J'aime bien avoir toutes les prismes. Je suis une pie, j'adore tout ce qui brille. J'aime bien avoir toutes mes prismes d'un côté et toutes mes brillantes de l'autre. Toutes mes communes d'un côté et toutes les brillantes de l'autre. Et donc, dans ce cas-là, c'est mon gros classeur avec toutes les régulars. On va regarder d'abord toutes les régulars et après, je vous montrerai les spécificités des brillantes. Ce qu'est une WGL, qu'est-ce qu'une Platina Card. Je pense qu'on va passer un bon moment. À chaque fois, mes régulars, je les range dans des gros classeurs ultra pro comme ça marche très très bien. Alors ça, c'est des espèces de pochettes qui m'ont été... lorsque j'ai acheté mes Hero Collection, la personne à qui je les ai achetés avait fait des petits... voilà, des petites fiches pour pouvoir différencier chacune des séries. Je les ai jamais installées, mais en vrai, c'est stylé, quoi. Hop là. Alors là, on commence avec la première partie. Vous allez voir, on a une frame toute blanche avec le nom ici et le numéro de la carte. Vous avez aussi le power, ça c'est intéressant. Il y a une espèce de... Vous allez peut-être voir de plus près. Il y a une espèce de power ici à chaque carte, donc qui donne un petit peu la puissance des différentes cartes. Ça permet de voir l'évolution à travers DBZ de la puissance. C'est des trucs qui sont faits au doigt mouillé, hein, c'est pas du tout les puissances données par Akira Toriyama, mais ça donnait un peu de cachet aux cartes, parce que quand on était minot, quand on échangeait une carte contre une autre, on faisait attention à cette puissance-là. Tu vois, et typiquement, tu avais des végétaux qui, eux, cassaient les stats en termes de puissance, et tu pouvais pas les changer contre un vulgaire Piccolo, quoi. C'était un peu comme ça qu'on raisonnait, il n'y avait pas trop de phénomène de rareté. Au niveau de l'année où ça a été édité, on va peut-être trouver cette information derrière, je pense. Je regarde. Et j'ai pas... Vous voyez, il y avait un système de jeu un peu sommaire, je sais pas du tout comment ça marchait.
Non, j'ai pas de date, donc je saurais pas vous dire. Voilà. Globalement, ce que j'aime bien avec les Hero Collection aussi, à la différence des Super Battles, qui sont un peu... les Super Battles, si tu veux, ça suit pas une chronologie. T'as des OAV, t'as tantôt du Dragon Ball, tantôt du Dragon Ball Z. Alors il y a une belle mixitude, tu vois, une belle mixité du coup, mais il n'y a pas de réelle chronologie. En tout cas, c'est pas extrêmement chronologique, même si sur les dernières parties, on a globalement plus de bouts. Là, par contre, vraiment, il y a une chronologie. Ça commence au début de Dragon Ball Z avec Raditz et compagnie, et vous allez voir partie par partie, on avance avec Freezer, Cell, Boo et compagnie. Donc voilà, donc ça c'est les régulars. Vous avez des cartes incroyables, genre qu'on n'a jamais vu avec des designs qu'on n'a jamais vu, comme celui-là par exemple, qui est assez stylé. Les cartes sont de bonne qualité, hein. Ça c'est des cartes qui ont 30 piges quoi. Donc voilà, je vous montre un petit peu toutes les communes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On dirait une planche d'essai. C'est pas la plus belle frame, je trouve, la part 1, ce contour très blanc avec des dessins de l'animé. En fait, il n'y a pas vraiment de... comment dire, il n'y a pas de plus-value, c'est pas des reworks, c'est pas des dessins faits par des illustrateurs, c'est vraiment des images de l'animé calquées sur une frame. Et donc, bah, à mon sens, sur les parties règles comme ça, les régulars, ce qu'on appelle donc les communes, il n'y a pas un gros intérêt visuel, je trouve. Ah ouais, c'est ta préférée, toi, Flofoufoun? Un peu classico, je trouve. Un peu classico. Donc là, on avance jusqu'à l'arc Freezer. Ensuite, on arrive à l'arc Mecha Freezer. On enchaîne directement sur l'arc des cyborgs. En fait, ça raconte quasiment l'histoire de DBZ carte par carte. C'est ça qui est intéressant. Ok, donc là, fin de la partie 1. On arrive directement dans la partie 2. La partie 2 qui commence directement à la fin de celle, globalement. J'aime bien le côté old school. Ouais, non, mais j'aime bien aussi, mais c'est pas les plus belles. J'adore les Hero Collection pour les prismes, pour les WGL, pour les Platina Cards, mais pas forcément pour les regs. Au niveau des régulars, je trouve qu'on a des collections qui fait beaucoup mieux que ça. C'est vraiment des imprimés de l'animé avec une frame différente. Donc là, la frame change. Voilà, vous avez cette frame du coup qui est un peu full art avec seulement le nom en bas. Il n'y a plus la puissance, malheureusement. Et je regarde s'il y a une date. Voilà, c'est bon. Partie 2, 1994, Made in Japan. Très important de voir Made in Japan, tu sais que c'est les versions japonaises et pas les versions USA qui, elles, ont été éditées un peu plus tard. Donc 1994, ça sous-entendrait que la partie 1 est sortie en 93 ou en 94. C'est des cartes qu'on a vendues en France. Hein. Il y avait beaucoup de magasins qui avaient les Hero Collection, elles se sont bien importées. Il n'y a jamais eu de traduction française, mais vous aviez facilement les boosters en France. La numéro 1 de la série 1, c'est un banger. Ah, c'est laquelle? Ah, mais la numéro 1, c'est une prisme. On la verra tout à l'heure. Donc voilà, là, on avance dans toute la part 2. Ouais, elle est prisme. Ok. Et je vois très bien de laquelle tu parles. Elle est très très cool. Ça, c'est ce qu'on appelle les checklists et les binder cards. C'est très très rare. Voilà, il y en a plusieurs par extension. Les collectionneurs assidus, acharnés les récupèrent. Moi, je me fais pas chier avec ça. Il y a selon les parts, il y a ce qu'on appelle des checklists qui coûtent super cher. Pour des cartes en vrai qui sont même pas des visuels de cartes quoi. Donc ça ne m'intéresse pas. Pour le coup, je les récupère pas. Là, elles étaient vendues avec le full reg. Je les ai prises, hein, mais sinon aux F. Ici c'est une promo, donc ça c'est plutôt intéressant. La carte du générique comme ça, qui a introduit du coup la part 3. Est-ce qu'on a une info? Tac, tac, tac. Non, je cherche la date mais je l'ai pas, ok. Ils sont pas fichés, c'est juste des codes de l'animé. Ouais, mais tu vas voir. En fait, tout prend son sens au niveau des prismes, Coria Twitch. C'est ça la beauté du truc. Ouais, bah c'est super quali. Impression japonaise, je te dis, ce qu'on faisait en 93 au Japon, c'est mieux que ce qu'on fait maintenant en 2022. Une WGL, vous allez voir ce que c'est complètement fou techniquement d'imprimer ça. Complètement dingue. Je vais regarder si j'ai pas une info sur une carte classique.
Donc voilà, ça c'est le dos. Vous avez vu, à chaque fois la maquette change. Là, on a un côté un peu film, entre guillemets. On n'a toujours plus les puissances. On a juste le numéro de la carte et une nouvelle frame. Et ici, on est en 1995. Vous le voyez juste là. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ces cartes-là, c'est que le dos a une vraie identité, je trouve, à chaque fois. J'aime beaucoup. Quand même quelques très très belles cartes. Hein. De toute façon, dès qu'on arrive sur Majin Vegeta, forcément les gens sont pas objectifs, c'est magnifique. Hein. Que ce soit celle-là qui est une image vraiment iconique de DBZ. On en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais je sais pas s'il y a une plus belle scène dans Dragon Ball Z. Ici. Le fameux Goku Super Saiyan 3 qui sera repris maintes et maintes fois, notamment dans des versions Prism. Ça, c'est des images qui vont être déclinées dans toutes les séries. Vous avez cette image-là qui est déclinée en Prism, même en HS, en carte limitée. Enfin, c'est magnifique visuel, évidemment. Donc là, on avance. Et là, on arrive à la frame que j'aime le moins et à la part que j'aime le moins. C'est la partie 4. Donc, qui est une frame toute bleue comme ça, pareil, avec des images de l'animé, mais j'aime pas trop cette frame-là. Et c'est sorti en 95 aussi, vous l'avez ici. Voilà. La différence aussi, ce qui fait la force des Hero Collection, c'est que Hamada, ils avaient l'intelligence par rapport à Bandai d'éditer leurs cartes et de vendre leurs produits sous une forme un peu différente, un peu plus collectionnable, un peu plus collectible. Il faut savoir que Bandai, pour récupérer les Super Battle et les cartes d'Asondan, qui sont donc du coup les cartes les plus iconiques des cartes vintage, en fait vous les aviez dans des vending machines, c'est-à-dire que vous mettiez un petit sou, vous tourniez une molette, un petit peu comme les attrape-nigo en France. On a eu ça à Paris d'ailleurs pour certaines, pour les Cardass Ondan. On a eu des vending machines françaises, mais bon voilà, c'était pas répandu dans toutes les villes. Tu mettais une petite pièce, tu tournais une manette, tu avais une carte qui sortait, c'était comme ça qu'étaient distribuées les cartes au Japon. Sauf que Hamada, eux, ils avaient deux méthodes différentes. Ils faisaient pas du vending machine, ils faisaient du pull pack. Donc un pull pack, c'était une espèce de feuillet qui était attaché par une petite corde et tu tirais un feuillet et tu avais une carte dedans. Ou quelques cartes dedans. C'était une espèce de papier comme ça accroché à une ficelle. Ou alors ils faisaient des boosters. Et les Hero Collection, l'avantage et le côté collectible des Hero Collection est assez impressionnant parce que ça fait partie des premières collections qui étaient vendues en booster en fait, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est mieux exporté, notamment, et très vendu en France, parce que c'était du booster, et que nous en France avec Magic et compagnie on était habitués à du booster quoi. Et notamment les Cardass Grand Combat qui sont les Super Battle japonaises, eux pour le marché français ont été vendus en booster. Ce qui fait que du coup tu peux garder des produits scellés et compagnie. Il y a des gens qui ont des boîtes de boosters Hero Collection, qui ont des boosters Hero Collection scellés, et c'est vachement cool. Là où si tu fais de la Super Battle ou de la Cardass Ondan, t'as pas de produits scellés comme ça quoi. Mon argent de poche partait de là-dedans. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc c'était cool, voilà, ça s'ouvrait en booster, ça se trouvait en booster, et ça, pour le coup, à l'époque, c'était novateur. Merci Jacuzzi pour le Twitch Prime. Allez, on avance un petit peu. Là, on arrive sur la fin de l'arc-bout, sur les végétaux et compagnie. J'aime bien l'arc-bout, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop. Moi, j'aime bien le côté fanservice qu'il a apporté tout en étant... en mettant des personnages stylés en avant. Genre, j'ai pas de problème avec l'arc-bout, je l'aime bien. Voilà, et on a fini sur les communes du coup. Et là, on va passer au plus intéressant. Hein. On va pas se mentir, ce qui vous fait le plus kiffer, ce qui me fait le plus kiffer, c'est vraiment les prismes. Franchement, j'aurais pu collectionner sans les prismes. Il se trouve que ça coûtait pas beaucoup plus cher d'avoir les règles et que ça permet d'avoir l'entièreté entre guillemets des Hero Collection, ce qui est pas anodin et ce qui est plutôt sympa. Mais moi qui suis vraiment fan de cartes prismes, j'aurais pu me passer des règles. C'est pas ça qui me fait le plus kiffer quoi. Je pense aussi que Cell est le meilleur arc, mais tout ça pour dire que j'ai pas d'animosité particulière envers l'arc-bout. C'est ça que je veux dire, Jacuzzi. Ok. Avant de passer au prisme, je vais vous montrer une petite dinguerie. Hop là. Et ben ça c'est un booster Hero Collection que je pense Flo Foufoun connaît très très bien. C'est un booster part 1 Hero Collection avec donc du coup les 159 cartes composées de 144 régulars, 12 prismes et 3 WGL. Donc du coup qui doit dater de
de 94 ou 93, peut-être que ça doit être marqué. Made in Japan. Bon, je saurais pas dire. Et c'est ce que vous pouviez acheter dans les boutiques en France et au Japon pour pouvoir ouvrir du Hero Collection. Et ce booster-là, pour la petite anecdote, c'est PL qui me l'a acheté au Gala TCG. Voilà, quand on était au Gala TCG, il a fait un peu le tour, il m'a ramené une petite dinguerie, ça coûtait pas très très cher. Et il a trouvé ce petit booster Hero Collection et il savait pas du tout ce que c'était. On lui a juste dit tiens, on a des boosters Dragon Ball Vintage. Il a fait ah, ok, trop bien, bah, j'en prends un pour Val puisqu'il aime bien ça. Et il se trouve que c'était un booster série 1 des Hero Collection. Vous avez ici, alors vous savez pas lire le japonais, mais c'est traduit. Vous avez ici le logo des Hero Collection. Merci In pour le Twitch Prime. Donc voilà, ça c'est un petit booster Hero Collection, ça permet de compléter un petit peu la série, ça me fait plaisir d'avoir ça. Je pense que les autres séries les autres parts, on va dire, sont plus difficiles à trouver que la part 1, mais au moins voilà, j'en ai un et ça fait kiffer quoi. Petit souvenir du Gala TCG. Allez, on est parti. La fameuse carte dont Flo Foufoun nous parle. Et je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Alors évidemment, c'est les versions japonaises, donc le prisme est hard. C'est la numéro 1. Le fait que le prisme soit hard, ça vous permet du coup dans chaque petit carré qui compose le prisme d'avoir un découpage supplémentaire, une espèce de diamant, ce qui rend du coup la carte beaucoup plus brillante en fait. Je ne sais pas si vous le voyez. Normalement on le voit bien. Là le focus de la caméra est assez bon. Et donc du coup ce prisme hard ça donne un cachet supplémentaire aux cartes. Et ça moi j'aime beaucoup. Voilà, je préfère largement le prisme hard au prisme soft. Ça rend vraiment le brillant beaucoup plus sympa. Et donc c'est la fameuse numéro 1 avec Goku et Gohan sur le nuage magique. J'adore, je suis d'accord avec Flo Foufoun, c'est une carte magnifique. La frame blanche sur les cartes rend très très bien, je trouve. Le sel là qui est exceptionnel. Genre juste sel en mode déter. Enfin sel, moi c'est un méchant que j'adore. Pareil avec le prisme hard derrière, exceptionnel. Cette carte là qui est juste aussi emblématique. Une scène quasiment aussi triste que celle de Majin Vegeta. Pareil avec le prisme hard derrière qui découpe les yeux, exceptionnel. On a ici une carte qui malheureusement est un peu loupée à mon sens. Parce que d'habitude ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous avez le prisme qui est derrière et vous avez du coup le personnage qui lui ressort parce que lui, le prisme ne lui est pas appliqué. Ce qui fait qu'il se décolle du fond et ça donne un petit effet profondeur assez intéressant qui est toujours très réussi sur les cartes. Et là, en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'appliquer le prisme sur toute la carte. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas du tout d'effet de profondeur, vous n'avez pas le personnage qui ressort. Et je pense que ça aurait été extrêmement intéressant et intelligent de faire ressortir au premier plan le Gohan, et donc du coup de ne pas lui appliquer le prisme, mais de laisser le Goku dans le fond et de lui appliquer le prisme. Parce que le Goku, on sait que du coup c'est une espèce de Goku de l'au-delà qui vient aider son fils, et ça aurait donné vraiment ce côté en mode Gohan qui est dans la vie réelle et qui du coup se décroche du fond, et Goku lui qui se fond avec le prisme derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est un échec total de ne pas avoir fait ça. Ça aurait peut-être pu être la plus belle carte des Hero Collection part 1. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord, genre c'est tellement... genre pourquoi avoir appliqué le prisme partout sur la carte alors qu'il y avait tellement moyen de faire une dinguerie? Alors ok, elle brille, hein, ça te casse les yeux, il n'y a pas de problème. Mais du coup on y perd un peu en lisibilité et on y perd en jeu. L'avantage de ce prisme là, le fait de ne pas appliquer le prisme partout sur la carte, c'est que ça donne un vrai effet de profondeur, un vrai jeu en fait. Je vous avais montré ça sur les cartes Yu Yu Hakusho. T'as vraiment genre des parties du personnage qui brillent et d'autres non. Et c'est un peu la subtilité que j'aime chez Flesh and Blood 30 ans plus tard quoi. Donc vrai dommage quoi. Non, elles sont toutes comme ça, c'est pas un misprint. C'est toutes les cartes qui sont comme ça sur celle-là, c'est Torion. Alors qu'il y avait vraiment moyen de faire une dinguerie quoi. Voilà, j'adore celle-là aussi. Qui est assez anodine, c'est le genre de motif qu'on voit assez rarement. Hop, Gohan, Trunks et tout. Et là, vous voyez, les personnages ne brillent pas, en fait. Ils sont au premier plan et le fond, lui, est brillant. Il y a une énorme print line, vous la voyez en bas. Mais bon, ça arrive, hein, c'est pas très très grave. Donc il y avait tellement moyen de faire des dingueries, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, quoi. Ah, je suis d'accord, Alpha. En fait...
le fait de ne pas mettre du prisme sur toute ta carte et seulement sélectionner des endroits, les Super Battles le font super bien, ça donne un cachet aux cartes. Et effectivement, Flesh and Blood n'a rien inventé. Et juste 30 ans plus tard, ils ont repris ce qui marchait, quoi. Ce qui marchait dans les années 90, en fait. Hop, le petit style aussi qui marche très très bien. Et là, vous n'êtes pas prêt, attention. Hop, on passe à la page suivante. Hop, fin, du coup, des Hero Collection Part 1. Et on arrive aux 3 WGL. Quels que sont donc du coup les WGL laser? Bien, ce sont ces cartes-là, il y en a 3 par part, ce sont les cartes les plus rares, un petit peu comme les secrètes. Elles ont une frame qui leur est bien propre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de ces WGL-là, j'en ai qu'une moi, j'ai la version soft. Donc là vous voyez à l'intérieur des petits carrés, il n'y a pas ce découpage en diamant, donc du coup la carte brille un peu moins. Et vous avez donc du coup une version hard et une version ligne avec donc du coup un prisme linéaire qui coûte un peu plus cher, qui sont plus durs à trouver, et j'avoue que je ne me suis pas penché là-dessus pour l'instant. Mais voilà, donc du coup ça c'est les WGL. Et ce qu'il faut savoir, la subtilité d'une double gold laser, parce que là vous dites mais attendez Val, tu m'as dit qu'il n'y en avait que 3 par set, et là tu nous en montres 6. Mais c'est parce qu'en fait ces cartes là, quand tu les grattes un peu, et bah derrière, hop là, se cache une autre carte. Et ça, on parle de cartes en 1993-1994. Hein. Cette qualité d'impression, il n'y a pas un point blanc, les cartes sont neuves. La carte est une double carte avec un système qui colle mais sans dégrader la carte du dessous. C'est exceptionnel. Et donc du coup, en gros, derrière celle-là, il y a celle-là. Je me suis trompé en les rangeant. C'est taille japonaise, comme pour Yu-Gi-Oh! Steffler. Vous trouvez pas ça incroyable? Pour l'époque, on est en 1994 et les mecs font ça. C'est complètement fou. Tu les as trouvées dans un super état. Elles sont parfaites. Et l'avantage, en plus des versions du dessous, c'est que qu'importe que le prisme soit soft sur la carte du dessus, le prisme est hard dans la carte du dessous. Je vous laisse voir les petits carrés. Vous voyez les petits diamants qui apparaissent là? Hop. Les petits triangles dans les petits carrés. Ça, c'est vraiment magnifique. Pareil, elles sont en parfait état. C'est fou d'avoir pu les conserver sans qu'elles soient décollées. Ouais, et puis en plus, quand tu es un collectionneur un peu chevronné, bah, tu récupères la version non décollée et la version décollée. C'est ça qui est un peu chiant, ça te demande de doubler. Et typiquement, pour trouver des cartes non décollées, c'est très très rare. Ce que j'ai dû faire, et c'est un truc qu'on n'aime pas trop faire, c'est acheter des versions non décollées et les décoller, quoi. Donc ça, c'est ces cartes-là où j'ai enlevé le dessus, quoi. Voilà. Ça fait un peu chier, parce que ça enlève des populations non décollées. Mais bon, quand tu trouves pas, il y a un moment, t'as pas trop le choix, quoi. Et donc là, en gros, c'est décollé, quoi. Derrière, il y a une commune, en fait. Ça me permet de faire des tokens à Magic. Si jamais vous m'affrontez en tournoi, en GP ou quoi, mes tokens, c'est des cartes comme ça. Parce que j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, là vous avez donc les double gold laser part 1. Pour moi, c'est pas les plus belles WGL. Vous allez voir, autant la part des prismes change, la frame des prismes change par partie, mais la frame des WGL change aussi. Ça fait des beaux Field Hunter à Yugi. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà. Vous me direz quelle est votre partie préférée en termes de prisme, en termes de WGL. J'aime beaucoup la face A, en fait, ce côté cadre avec... en plus, c'est que des moments du deuxième générique, We Got Power, je crois. J'adore notamment ce Gohan avec le fond orange, c'est un visuel qui marche toujours très très bien. Quand vous collectionnez les cartes vintage DBZ, il y a des visuels qui reviennent beaucoup, qui sont déclinés assez régulièrement. Et celui-là est un visuel qui fait mouche facilement, quoi. On va passer à la part 2. La part 2 qui, moi, est ma préférée. Voilà, c'est pour moi la meilleure part des Hero Collection. C'est la part la plus dure à récupérer, c'est la part la plus chère, la part la plus rare. La part qui pour moi a les meilleurs prismes parce que c'est ce que j'appelle moi des photos de famille. Tu vois, c'est toujours des... c'est pas des moments de l'animé, c'est vraiment une composition
qui est fait avec des personnages et j'adore les compositions de personnages. Les WGL, vous allez les voir sur la page d'après, sont complètement folles. Donc voilà, moi la part 2 pour moi c'est le GOAT. Vous avez des images comme ça que je trouve complètement bluffantes. Où là pareil, l'entièreté du prisme se met dans le fond et donc du coup tu entreaperçois la maison qui brille et tout. Mais les personnages, eux, sont au premier plan. J'adore, je trouve ça complètement dingue. Ça pour moi c'est des cartes de fou, pareil, l'état est parfait. J'ai eu la chance de les récupérer dans un très très bon état. Celle-là est ultime aussi, je trouve. Je vous enlève carrément les deux sleeves pour que vous voyez un peu. Avec un prisme hard, encore une fois, qui marche très très bien. Les personnages, eux, qui se décollent, qui sortent du fond. Bon, ça, c'est des cartes qui sont near mint, hein, franchement. Donc voilà, moi gros kiff sur la part 2. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Les gens savent que c'est la plus rare, mais je sais pas si c'est celle qui plaît le plus. Moi je suis fan. Ce côté un peu synthwave derrière Gohan et Goku aussi, franchement, c'est à se taper la tête par terre. C'est exact, c'est très en raccord avec la couleur que j'ai donnée à mon fond avec les néons. Je sais pas si vous voyez, genre. On dirait une déclinaison de mon fond, c'est incroyable en vrai, je viens de me rendre compte, j'ai même pas fait exprès. Vous captez ou pas? C'est exactement le même dégradé de couleur. Bref, voilà, Gohan Goku. Pareil, je vous montre un peu le prisme hard se voit mieux quand on enlève. Voilà, là vous le voyez bien, les petits triangles là, à l'intérieur. C'est pas grand chose, mais quand t'es collectionneur, tu t'attaches à tous les détails en fait. Tu vois. Fais péter la cassette dans le Ghetto Blaster. C'est quoi le Ghetto Blaster? Vous êtes prêts? Là c'est le moment où on est choqué. Hein. Moi je les trouve choquantes les WGL, donc. Oh là 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 là. Quelle folie. Quelle folie avec donc les 3 dernières, comme c'est 12 prismes et que c'est des pages de 9, il y a toujours les 3 dernières prismes ici. Et là on arrive, on fait la transition entre la part 2 et la part 3 avec les WGL, les 3 faces A et les 3 faces B. L'avantage c'est que les faces A là elles sont en prisme aussi, en prisme hard. Et là pour le coup, la frame, tout est incroyable. Avec le prisme hard qui se décline sur les bras de Gohan, mais pas sur ses mains et pas sur sa tête. Donc du coup, ça le fait vraiment, vraiment bien ressortir. Exceptionnel. Ce bleu comme ça, avec le cadre en or. Pareil, dans un état exceptionnel. Hein. Alors, je sais pas si elle est décollée, celle-là. Ouais, celle-là, elle est un peu décollée. Des fois, je décolle juste le côté pour vérifier que je me suis pas fait avoir. Là, vous voyez que, hop, là, c'est pas... Parce que des fois, en fait, ce qui est très difficile quand vous achetez sur Internet de la carte vintage, c'est que les faces A, des fois, elles sont collées sur des communes. Et là, bah, t'as bien le seum. Donc, je décolle toujours le coin. J'estime qu'elles sont pas vraiment piled quand tu décolles seulement le coin pour vérifier. Mais bon, sur certaines cartes de très grosse valeur, je le fais pas. Et je croise les doigts pour que ce soit pas des communes, quoi. Oui, c'est Goten, j'ai dit Gohan, mille excuses. Ce Gohan là est pas le plus beau, j'aime pas trop son regard et sa pose. Par contre le Goku là c'est masterclass. Là ce Goku, pareil, je l'ai dans un état complètement ouf. Pareil, là vous avez que la partie bleue du Dogi qui brille mais pas la partie orange. Le regard de Goku qui est exceptionnel, le prisme dans le DBZ en haut. La carte, elle est dans un état pareil, somptueux. Il y a un dégradé de couleur entre le orange à gauche qui vire au violet à droite. Le prisme vert. Ouais, tout le monde adore le prisme vert, Alpha. Je me demande pourquoi ça a moins buzzé que Pokémon. Je trouve ça tellement badass. Ah, pour moi, c'est les plus belles cartes au monde, les cartes vintage DBZ. Il n'y a rien de plus beau pour moi. C'est ce qui m'a donné envie de collectionner des cartes. Et j'adore les cartes Pokémon aussi, hein.
Mais ces cartes-là, elles ont juste moins buzzé parce qu'à part le Japon et la France, personne ne s'est intéressé à ça. Si ça avait inondé le marché, si les États-Unis avaient connu ces cartes-là, ça serait ça le Draco Feu-7 de base. Hein. Ça serait ça qui coûterait 10K. Hein. C'est sûr. C'est juste que malheureusement, à cette époque-là, et encore, je dis malheureusement, mais en vrai, heureusement, ça nous permet de récupérer ces cartes-là sans. Enfin, si tu les avais récupérées avant que ça buzz, tu t'en fous que ça buzz, tant mieux, tes cartes prennent de la valeur. Mais je veux dire, pour ceux qui veulent s'y mettre maintenant, bah justement, c'est beaucoup plus facile que de se mettre à Pokémon. Et ça, c'est cool, tu vois. Le problème, c'est que ces cartes-là, enfin, si tant est que ce soit un problème, elles n'ont absolument pas proliféré dans le monde, quoi. Aujourd'hui, elles valent cher. La part 2, ça vaut un petit billet, mais ça reste totalement entendable et raisonnable à côté de Pokémon. Pour te donner un ordre d'idée, on peut aussi, moi j'ai pas honte de parler de ce que coûtent les cartes, hein. Je pense que c'est aussi une donnée qui peut être importante pour donner un petit peu une idée de ce que ça représente, la hype qu'il y a dessus, les recherches et compagnie. Je pense qu'une WGL comme ça, part 2, qui est la part la plus chère, en non décollé et en mint comme celle-là, je pense que tu la trouves entre 40, peut-être 40, 50 euros dans ces eaux-là. Ouais, peut-être entre 30 et 45. Donc c'est un petit billet quand on raisonne en termes de c'est du carton, mais c'est insignifiant à côté de ce qu'est une carte Pokémon, à côté de la valeur d'une carte Pokémon. Surtout avec le nombre d'exemplaires qu'il y a dans le monde, tu vois. Ouais, ça va, ça reste. C'est pour ça que je le dis, les Hero Collections, je les valorise vraiment comme le produit de gamme et d'entrée principale dans la collection Dragon Ball Z Vintage. C'est la série la plus abordable. Il n'y a que 4 parts et les plus gros bangers, les plus gros hits coûtent pas 3 chiffres, tu vois. Mais ouais, complètement, Alpha, complètement. Mais ça, si dans les années 90, ça avait buzzé comme Pokémon, mais des versions non décollées comme ça vaudrait 10K, quoi. J'ai acheté toutes les prismes de la part 1 pour 70 euros perso. Ouais, mais c'est legit, complètement legit. Moi, je crois que j'ai acheté toute la part 2 régulière et face A non décollée, plus les 12 prismes, donc les 12 prismes, toutes les règles et les 3 faces A non décollées. Malheureusement, pour les faces B, j'ai dû acheter des faces A plein pot et je les ai décollées. Donc du coup, j'ai aussi des faces A pour mes tokens. Ça, je suis très content. Mais bon, du coup, j'ai encore dû enlever de la population et ça me casse les couilles. J'ai vraiment essayé, pour ma défense, de chercher des faces B. Et c'est à force d'échecs que du coup, j'ai acheté des faces A que j'ai décollées. Parce qu'en fait, les gens ne vendent pas de faces B décollées, tout simplement. Et j'ai payé donc du coup ces 3-là, les 12 prismes et les règles, un truc comme 200 balles, je pense. Ce qui est, encore une fois, cher quand tu raisonnes en termes de cartes, mais assez insignifiant au vu du prix des cartes de collection, quoi. Je sais pas si tu t'es fait avoir que les prismes sans les règles. Je pense que pour la part 1 qui est pas si demandée... Il y avait les WGL avec? Non. Si t'as que les prismes pour 70 balles, c'est peut-être un chouïa cher, mais... en vrai, tu vois, Osef, c'est dans des prix pour de la collection qui restent totalement abordables, quoi. Ouais, c'est ça, quand tu regardes au regard de ce que coûte une carte actuellement, Alpha, ça reste tout à fait ok, quoi. Ouais, la qualité est folle, hein. Franchement, ça c'est des cartes, je vous le dis, c'est des cartes qui ont 30 ans. 30 ans. Il n'y a pas un défaut. Les cartes, c'est on dirait une carte de crédit, quoi. C'est extrêmement dur, c'est super réussi, quoi. Hop, pareil, le petit prisme hard qui fait plaisir. C'est exceptionnel, exceptionnel ces cartes-là. Avec marqué ici en plus le petit WGL1. Ici vous avez le WGL2, WGL3. Voilà quoi, la part 2, exceptionnelle. Et donc du coup, si jamais vous me voyez jouer en tournoi papier, ça c'est mes tokens, quoi. Ça c'est mes tokens solides parce que j'adore la part 2. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil un petit peu aiguisé, dans le vlog qu'on a fait pendant les Apex Commander Legends, je fais une game contre PL de Pionnier. Et sur mon board, j'ai un token de Fab du Brise-Miroir. Et mon token de Fab du Brise-Miroir, c'est ce Son Goku. Je sais pas si des gens l'ont vu, mais c'est lui. Donc pas celui qui est dans le classeur. La face A que j'ai recollée sur une régulière pour la jouer en tant que token. Au moins, je recycle les faces A que j'ai décollées plutôt que de faire de la merde avec, mais bon. Puissant le token. Trop bien, trop bien.
Ok, on passe directement à la part 3. La part 3, j'adore les prismes et j'adore aussi les WGL. C'est ma deuxième partie préférée. La partie que j'aime le moins, c'est la part 4 et la part 1. La part 3, je l'adore. Vraiment, elle est incroyable. Vous avez des visuels très iconiques, notamment du côté des PP Cards. En fait, l'entièreté de la part 3 des Hero Collection, c'est quasiment tous les mêmes visuels que la part genre 26 ou 27 des PP Cards. Vu que c'était les deux, c'était Hamada. Hamada recyclait énormément ses visuels et vous avez donc du coup le même type de visuel d'une licence, d'une série à une autre. Et donc là, pareil, un petit prisme hard. Les versions américaines, je les ai de celles-là parce que j'ai commencé par récupérer les versions américaines, ont un prisme soft, donc sont beaucoup moins jolis, beaucoup moins qualitatifs. Je vous les montrerai à la fin du binder. Hop là, et là vous avez donc du coup, pof, le petit prisme hard qui se montre. Alors là, vous voyez un peu, les cartes sont un peu sales. On va dire qu'on n'est pas sur de la carte mint, mais ça va. Ça va. Donc voilà, ce visuel-là qui est magnifique, avec ce côté dégradé de orange qui marche très très bien. Le visuel emblématique, hein, ça c'est dans la... J'en ai déjà parlé, mais dans le game de la carte de collection vintage DBZ, il y a des visuels qui sont plébiscités par les fans. C'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui ne collectionnent que certains visuels, qui sont déclinés dans plein de licences. Et en fait, ce visuel-là de Gohan tenu de Kaioshin, déjà il existe dans plein de séries, et c'est souvent une carte prisme. Donc du coup, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Et c'est un petit peu de manière consensuelle le visuel préféré des collectionneurs de cartes. J'ai entendu dans un podcast, donc je ne fais que redire des propos. Je n'ai pas la source, j'ai pas la fiabilité du propos, mais de ce que j'ai entendu, ça serait le visuel préféré d'Akira Toriyama, ce Gohan tenu de Kaioshin, quand bien même c'est pas lui qui l'a dessiné, ce qui est complètement ouf. Ce qui va bien sur cette carte-là, c'est le prisme vert, qui est un des prismes préférés des collectionneurs. On dit que toutes les cartes avec un fond vert en prisme sont des cartes particulièrement jolies. Et c'est vrai que ce Gohan, moi en termes d'illustration, le Gohan comme ça, avec les gros yeux, la chevelure qui est pas en mode Saiyan 1, qui est en mode Saiyan 2, mais en tenue de Kaioshin, j'avoue que c'est fou. J'avoue que c'est fou. Pour moi, c'est un des plus beaux visuels. Genre, c'est un des meilleurs Gohan, ce Gohan-là. Donc ouais, complètement dingue. Ça fait partie des illustrations les plus iconiques du game DBZ Vintage. Complètement. Petite photo de famille, j'aime bien. Le reste, c'est du classico. On a encore une fois une tenue de Kaioshin, donc ça marche très très bien. Hop, et vous êtes prêts pour les WGL. Et là, il y a une de mes WGL préférées. Même si je préfère quand même les part 2. Hop là. Bam. Bam, 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 la WGL part 3 avec le Gohan en tenue de Kaioshin. C'est la première fois qu'ils reprennent une prisme dans le même set en WGL. Prisme hard évidemment. Il y a aussi des versions prisme soft qui existent, les versions américaines. Exceptionnel. Exceptionnel. Avec seulement quelques parties, je ne sais pas si vous voyez, sur la tunique, tous les contours rouges sont prismes. Le foulard autour du bide, lui, est prisme aussi, mais le reste de la tenue, elle, est décorrélée du fond. On est sur un banger. Ça pour moi, c'est le Graal, cette carte-là. Le Graal, littéralement. Il n'y a pas de chichi. Alors évidemment, j'ai pas réussi à trouver la face B, donc on a encore une fois décollé une face A. Hein. Salut, bonjour. Donc on a recollé sur une règle qui est même pas de la même série. Mais bon. Il a fallu le faire, on l'a fait. Hein. Donc voilà, et ça c'est une carte qui a pas une grosse valeur, hein, je pense. Allez, 15-20 euros, vous la trouvez? Franchement, je devrais en récupérer 10. Je pourrais en avoir 15 fois la même. J'aurais aucun problème avec ça. Le visuel derrière des part 3 est exceptionnel. Exceptionnel. Ah, c'est des cartes, pareil, hein, super dures, super rigides. Énorme banger. Et ils ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire reprendre des prismes en WGL. Et ben on a le fameux Goku super vénère qui est magnifique avec ce fond bleu là, un peu océan comme ça. Et ils l'ont repris en WGL. C'est du Pook 85.
Qui marche très très bien aussi, hein. Moi je suis team Super Saiyan 3, j'adore le Super Saiyan 3. Pour moi d'ailleurs, dans Dragon Ball Super, on aurait dû plutôt exploiter Goku Super Saiyan 3 plutôt que de passer en Super Saiyan Blue. Enfin, c'est une transformation qui a jamais été maîtrisée par Goku, qui lui prenait trop de temps pour se transformer, qui lui prenait trop d'énergie. On s'arrête sur DBZ sur cette transformation-là et on reprend un Dragon Ball Super. Et au lieu de continuer à exploiter un Super Saiyan 3 peut-être maîtrisé ou quoi, que je trouve magnifique, on part sur Saiyan Blue et compagnie, et mes couilles, on s'en fout en fait, tu vois. Alors que cette transformation-là, pour moi, c'est le stade final de Goku, en fait. Il peut pas être plus puissant que ça. Contre Boo, quand il se transforme en Super Saiyan 3, à l'autre bout de la planète, il y a des tempêtes. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre... quand Goku se transforme en Super Saiyan 3, la Terre est en danger. Tu vois? Genre, ça crée des séismes et des tsunamis. Pourquoi on a été chercher plus loin que ça? Genre, si vous avez oublié la transformation de Goku en Super Saiyan 3 contre Gros Boo, remettez l'extrait sur YouTube. En termes d'intensité, mais on fera pas mieux. Il peut passer en Super Saiyan Ultra Instinct ou quoi, on fait pas mieux. On ne fait pas mieux en termes d'épicness, d'enjeux dramatiques, de transformation over the top. Genre, on fait pas mieux. Super Saiyan 3, tu pouvais t'arrêter là. T'as tout cassé avec ça. Toriyama, t'as tout cassé. L'Ultra Instinct à côté, en termes d'enjeux, de tension dramatique, c'est rien. Mais moi, je suis pas un hater de GT, Flofoufoun. Moi, j'aime bien GT. Donc, tu vois, je préfère largement le Saiyan 4, qui pour moi est une évolution intelligente du Super Saiyan 3, quitte à vouloir changer de design, plutôt que le Super Saiyan Blue. Voilà. On s'est juste contenté de colorer des cheveux, quoi. Donc voilà, super, ce Super Saiyan 3, moi j'adore, évidemment. Et ce qui est encore plus drôle, bah, c'est que sur les phases B, on a repris encore des designs qui étaient initialement sur les prismes de base. Donc voilà, c'est la première fois sur la part 3 que les WGL reprennent des prismes iconiques. Ils sont que deux à avoir pu se transformer en SSJ3. Qui est l'autre personne qui se transforme en SSJ3 Alpha? J'en vois pas d'autres, moi. Gotenks, mais oui, putain, je suis en fou. Je suis con. Je suis sur-con. En plus, on va le voir après. Ouais, je suis full con, bien sûr. Non, Vegeta s'est jamais transformé en Super Saiyan 3. Ouais, c'est Gotenks, vous avez raison. Pardonnez-moi. D'ailleurs, en vrai, on n'en a pas parlé, mais on va quand même lui faire honneur. Je l'ai en double parce que pourquoi pas. Gotenks, là, il casse des bouches. Hein. D'ailleurs, on voit tout le temps Gotenks en Super Saiyan 3. On voit toujours Gotenks pas en Super Saiyan, mais on le voit rarement en Super Saiyan 1. C'est pas un moment qui a été iconique. Et du coup, cette carte, elle a cette espèce un peu d'effet de rareté, je trouve, de le voir dans une condition qu'on voit rarement. Et j'adore cette carte. PL l'aime beaucoup parce qu'il est fan de Gotenks. Elle est très, très, très stylée. Avec les croissants ici qui brillent aussi. Sur la tenue, et du coup je l'ai en double. Pourquoi? Parce que là j'ai une version japonaise et là j'ai une version américaine, et vous allez voir la différence. Déjà vous pouvez le voir ici, le prisme n'est pas le même. Je vais vous montrer ça. Ouais, les attaques de Jeanne et Serge, c'est vrai, c'est rigolo. Je sais bien, Sirius Zod, justement, j'en parlais au début. Je sais que c'est un arc de fanservice qui a été poussé par les éditeurs, mais justement, je trouve que le fanservice a été bien fait en fait. Ouais, à la base, Toriyama, il voulait s'arrêter sur Gohan qui prend la relève en fait. Goku meurt, Gohan protège Finicell et protège la planète, et c'est la fin de Dragon Ball Z qui aurait été magnifique. Déjà, à la base, il voulait s'arrêter à Freezer. Son éditeur lui a dit continue, donc du coup, il a fait l'arc Cell. Il a la résolution finale de son manga avec donc du coup Goku qui meurt, qui laisse la place à Gohan, et Gohan qui détruit le grand méchant. Ça s'arrête là. Et en fait, son éditeur pousse encore et lui dit non, je veux que tu fasses une 3e saison. Et au lieu de laisser Goku mort, les fans ont demandé le retour de Goku parce que même si maintenant tout le monde adore Gohan, et à l'époque les gens étaient pas chauds de voir une 3e saison sans Goku. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir avec Laurel et compagnie. Voilà, c'est des demandes de production, d'éditeurs et de consommateurs qui ont designé l'arc-bout. Mais même avec toutes ces données-là, je trouve que l'arc il est réussi. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer donc du coup la version japonaise avec le petit prisme hard et la version du coup américaine avec le prisme soft qui est beaucoup plus moche, je trouve. Donc le prisme hard. Hop. Vous voyez un petit peu les éclats à l'intérieur
Qui ne voit pas la différence? Faut me dire. Hein. Donc là, vous avez tous les éclats à l'intérieur. Alors que là, eh ben en fait, à l'intérieur des carrés, il n'y a pas d'éclat. C'est juste des carrés, quoi. Si quelqu'un voit pas la diff, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve que c'est plutôt cool d'en parler, quoi. Et de voir les différences. Tu aimes bien Gotenks, mais pas Gogeta. Ouais, bah, j'aime bien Gotenks parce qu'il existe, alors que Gogeta est pas canon, tout simplement. Et en fait, je dis pas que j'aime pas Gogeta, c'est juste que Gogeta, je le compare à Végéto. Et donc, du coup, quand on me parle de Gogeta et Végéto, je trouve que les gens sont complètement dingues de préférer Gogeta à Végéto. Pour Gotenks, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas un Vegetanks. S'il y avait un Vegetanks, on discuterait. Mais je veux dire, entre Gogeta qui apparaît une fois dans un film, lâche une phrase et fait un Rasengan avec des croissants sur les épaules, et Végéto qui est le mix parfait entre Goku et Vegeta avec un Dogi exceptionnel, ce bleu et ce orange, plein de techniques, qui se bat contre un des meilleurs méchants de tout DBZ qui est entre guillemets Majin Buu Gohan absorbé. Mais les gars, je comprends même pas comment on peut kiffer Gogeta à côté de Végéto. Je dis pas que Gogeta est pas bien. Je dis que de 1, il est pas canon, et de 2, comparé à Végéto, il est très en dessous. Donc voilà. Après, sur Gotenks, j'ai pas d'équivalent, tu vois, donc je prends quoi. Puis même, globalement, t'as une fusion où il faut faire une danse ridicule, et t'as une fusion où tu mets une putain de potala trop stylée. Enfin, genre, il n'y a pas de débat, quoi, pour moi. Vous pouvez faire le débat si vous voulez, mais moi, je suis inconvaincable. Je ne suis inconvaincable. Même en termes de power level, pour ceux qui se demandent, entre les deux fusions, donc la fusion pour faire la fusion Gogeta, Vegeta doit... Enfin, Goku doit baisser son niveau pour être au même niveau de puissance que Vegeta. Ce qui est le cas aussi de Trunks, qui doit baisser son niveau pour être au même niveau de puissance que Goten. Pour la fusion Potala, il n'y a pas besoin de baisser ton niveau de puissance. Les deux fusionnent à leur niveau de puissance réel, quoi. Donc évidemment que Végéto est plus fort que Gogeta, mais il n'y a même pas de débat, en fait. Niveau histoire, Végéto super à Gogeta. Après, perso, je préfère le design de Gogeta. Les goûts, les couleurs, hein. Du coup, Gogeta est canon avec des BS Broly, malheureusement. Ouais, mais ça m'intéresse pas Dragon Ball Super, donc un peu osef, quoi. On n'est pas obligé de comparer les deux fusions. Moi, perso, j'aime bien les deux. Si, parce que tout le monde le fait et on se prête au jeu, c'est ça qui est marrant. Quand t'es fan de manga, d'anime et tout, tu compares. Tu compares la culture, c'est normal, mais genre... comment on peut préférer Gogeta à ça, quoi? Ça, c'est parfait. Les potalas, les cheveux, le dogi, le mix parfait entre Vegeta et Goku, les gants, et tout est ouf chez Végéto. Tout est ouf. Les techniques, le caractère, bref, complètement ouf de fan de Végéto, mais over the top. Hein. J'ai failli renverser ma bouteille, j'ai mis un coup de pied dedans, elle ne s'est pas renversée, elle a slidé. Incroyable. Bien sûr que les potalas, c'est un argument. Regardez-moi ça. C'est pas lui le king. Il est magnifique. Ouais, grave, Alpha. Donc ouais, grand fan de Végéto. Je serai difficilement très objectif là-dessus de toute façon. Je vous laisse, les fans de Gogeta, vous avez le droit de l'apprécier, bien sûr. Je ne suis la police du fun de personne. Hop là. Personne peut tester Trunks film Bojack. Ah, il y a des vrais par ici, Maasta, on est d'accord. On est d'accord. En termes de style, hein, je parle. Trunks film Bojack, c'est assez lourd, j'avoue. J'avoue. Ok, on passe à la part 4, qui est une part que j'aime pas trop. Le cadre des prismes est moche. Par contre, j'adore les WGL. Attention. Mais sinon, ouais, la frame là, avec des... Je sais pas, elle est un peu random en vrai. Ça, c'est un design qu'on connaît bien aussi, qui a été réutilisé chez les PP Cards, chez les cards à Sondan, ce bout comme ça. Et non, je me suis rendu compte que c'était moi qui avais tort, Endril, pour les gens qui jouent à Magic tout seul. C'est moi qui suis en minorité, visiblement. J'adore aussi Goku SCJ2, mais ça c'est tellement rare en fait, tu le vois une fois quoi.
Donc j'aime beaucoup aussi, mais trop rare. Tu vois, il se fait trop rare le Pouletto, le Goku SSJ2. Et là, pof, on arrive au WGL part 4. Et je les aime beaucoup. Voilà, et on va pas se mentir. Par rapport à la part 4 que j'aime pas, j'aime beaucoup la frame. Justement, on parlait de Gotenks Super Saiyan 3, qui marche très très bien. Ah, sur le côté. Là, pareil, hein, carte d'exception, seulement les croissants qui brillent. Le petit prisme hard qui fait plaisir. La carte est dans un état exceptionnel, bien évidemment. Voilà, on est bien. Hein. Franchement, ça c'est magnifique. Hein. Ça là, cette carte-là, oh là là. En plus, quand tu joues avec la lumière, t'as vraiment le Gotenks qui ressort, avec l'épaulette qui brille comme ça. Je suis désolé, c'est le call foil de Flash and Blood avant l'heure. Hein, sur le côté de détail du foil, tu vois. Le prisme vert JPP. Mais t'es un vrai fan, Alpha, dans ce cas-là. T'es un vrai fan, parce que tous les collectionneurs de DBZ Vintage, il y a des marqueurs qui ne trompent pas. Prisme fond vert, c'est la base. Voilà, et après, bon, je suis pas un grand fan des phases B, même si là on a un petit végétaux qui déroule, hein, qui dépop. On a un petit végétaux qui passe bien, quoi, mais... D'ailleurs, avec un petit pet, malheureusement. J'ai pas la carte dans un super état, vous voyez ici. Pas très beau tout ça, mais bon, j'ai pas cherché à l'upgrade, c'est pas très grave. C'est des cartes qui sont dans un classeur, je vais pas les faire grader. Je sais même pas si ça se grade le DBZ Vintage, en tout cas j'en ai quasiment jamais vu, je crois. Peut-être que PCA doit les grader, mais bon, je crois. Je sais même pas s'ils connaissent. En vrai, je dis, je crois que PCA les grade, alors que j'en sais rien. Je parle sans savoir. Je suis même pas sûr qu'aux États-Unis ils s'intéressent à ça, quoi. À quoi bon, quelque part. Et ensuite, une fois qu'on a fini les 4 parties, eh ben, y a des cartes dont je vous ai pas parlé. Vous vous souvenez que dans la partie 1, il y avait donc du coup beaucoup de régulars, mais pas de platina card, alors qu'à partir de la partie 2, 3 et 4, vous avez des platina cards. Et on n'en a pas parlé, je vous ai pas montré les platina cards. Les platina cards, c'est un peu une rareté un peu équivalent au prisme. Il y en a 16 par édition. Et donc c'est des cartes qui ont un effet un peu laser, platiné. Et ben c'est ça les platina cards. Et elles sont magnifiques. Et là pour le coup, je ne suis pas full en Hero Collection. Parce que j'ai les platina cards de la part 3 et de la part 4. Mais je n'ai pas les platina cards de la part 2. Parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que la part 2 est la plus rare, la plus chère. Et les platina cards de la part 2 sont très difficiles à compléter. Et ça demande un petit billet, quoi. C'est pour les 16 platina cards, on va te demander toujours au moins 150 balles pour les 16, quoi. C'est pas extrêmement cher, ça revient à peu près à 10 € la carte, mais c'est un investissement. Déjà, en fait, tu en vois rarement passer. Et le peu de fois où tu en vois passer, généralement, ça se vend très vite, donc il faut arriver au bon moment. Et en vrai, j'ai pas forcément fait l'effort d'aller les chercher, quoi. Donc voilà, c'est pas du prisme blanc, c'est vraiment un effet laser, en fait. Et donc ça vient compléter un petit peu la magnificence, je trouve, des cartes Hero Collection, avec une rareté un peu qui lui est propre. C'est vraiment un prisme laser, on appelle ça, avec un dos qui est toujours magnifique d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est chromé, exactement. Et ça marche très très bien. Et encore une fois, pour chaque part, chaque platina card a sa frame différente, quoi. Ça, c'est la frame des parts 3, je crois. Des parts 4, pardon. Non. Oui. Peut-être. Part 3. Et là, on a la frame du coup des parts 4. Vous avez des cartes très réussies. Hein. J'aime beaucoup celle-là. Hop là. Qui est quand même très 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 stylé. Ouais, ça prend bien les rayures. Mais après, moi, franchement, je les ai trouvées dans un assez bon état. Hein. Si tu regardes, il n'y a pas de rayures là-dessus. Hein. Ça rend vachement bien. Pareil, le dos est ouf. Et donc voilà, il me manque toutes les platina cards de la part 2. Et il y a des bangers dedans d'ailleurs, elles sont magnifiques. Il faudrait que je m'y penche. Voilà. Bon, ça me demande de lâcher un petit billet que j'ai pas forcément envie de lâcher actuellement. Mais un jour, on pourra le faire. C'est texturé. Ouais, c'est texturé. Ouais. Genre là, t'as un vrai relief ici. Genre. Tu vois là, tout ça là, c'est texturé. Tu le sens en fait. C'est comme sérigraphié. Ici là. Donc c'est vraiment
C'est un peu c'est fin, tu vois, comme truc. C'est très très fin. Bah, Flofoufoun, c'est la différence entre les cartes japonaises et les cartes françaises. Nous, en France, on n'avait pas du tout cette culture-là et on a balancé nos cartes contre des murs ou jeté des cailloux dessus dans les cours de récré pour les gagner. Ce qui fait que quand tu fais les versions françaises, notamment des Super Battles, qu'on appelle les grands combats, bah ça coûte un rein parce que justement, il y en a très peu qui sont restés en bon état, qui ont été conservés. Et du coup, c'est très difficile d'avoir des cartes françaises dans un état décent. Par contre, la culture de la carte de collection au Japon, elle existe depuis les années 80. Donc au moment où ces cartes-là sont sorties, ça fait plus de 10 ans qu'il y a de la carte à collectionner au Japon. Que ça soit SD Gundam, que ça soit Sailor Moon, que ça soit les Kenshin, enfin des licences des années 80, tu vois. Et, euh, et du coup, de la carte à collectionner, il y en a déjà plein. Et les Japonais, ils sont très soigneux. Ils ont une culture de l'achat-revente et de la collection, et surtout de l'occasion, exceptionnelle. Genre, un truc d'occasion au Japon, c'est un truc neuf. Sinon, ça se revend pas. T'as vraiment beaucoup ça quand tu vas au Japon, tu le vois. T'as vraiment beaucoup de boutiques, vous savez, de box à louer, où tu peux vendre des objets de collection dans les box. Tout est neuf, tout est exceptionnel. Et donc, du coup, et ben en fait, ces cartes-là, éditées au Japon, c'est très facile de les avoir dans de très très bons états parce que les Japonais sont très soigneux. Mais nous, voilà, nous, on avait la culture du lancer de cartes dans la cour de récré, on les frottait contre du goudron. C'est là où, par contre, les cartes françaises, c'est impossible maintenant d'avoir des états excellents, quoi. On aurait fini premier, exactement, Alpha. Et donc voilà la frame ensuite des WGL part 4, qui est sympa aussi. Pareil avec un effet texturé, je vous montre. Hop. Ouais, bah Sailor Moon, il existe quasiment autant de Sailor Moon que de Dragon Ball. Pour te donner un ordre d'idée, il y a des héros collections Sailor Moon, des Cardas Sailor Moon, des PP cards Sailor Moon. Donc en gros, toutes les séries que tu peux prêter à DBZ, les grosses séries, je parle, hein, il n'y en a pas eu 200 comme pour DBZ, hein, mais tu les as en Sailor Moon. Typiquement, les héros collections, les WGL héros collections, bah tu les as version Sailor Moon, bien évidemment. Hop, et là, pareil, là, c'est vraiment texturé, sérigraphié, quoi. Et c'est fin, quoi, de voir ça sur des cartes, mais on verrait plus ça. Vous vous imaginez ce que ça coûtait à produire, ça? Genre là, je pense qu'il y a une machine je sais pas, qui a creusé dans la carte, quoi. Vous avez donc toutes les aspérités du truc, c'est incroyable. Exceptionnel. C'est un truc qu'on ne verrait plus actuellement. Impossible. Sérigraphie, c'est l'encre que tu déposes. Ah, peut-être que j'utilise le mauvais terme. Comment c'est quand tu creuses dans de la matière? Peut-être que c'est de l'encre, mais c'est vraiment, tu sens vraiment le. Pour moi, ça fait un peu comme de la sculpture sur la carte. Je sais pas comment. Un peu de la gravure. Ça fait plutôt de la gravure plutôt que de la sérigraphie. Je me trompe de terme, je pense. On dirait que c'est gravé dans l'effet chromatique de la carte, ce qui est complètement ouf, quoi. Du fraisage, puis tu sais, c'est très fin, quoi. Je veux dire, une carte, c'est très fin, donc c'est assez incroyable. Derrière, on finit les Platina cartes, et là, du coup, on a toute la part 3 en version Prism, mais version US cette fois-ci. Et donc, du coup, ouais, mais comment t'appelles ça? Comment tu fais ce relief-là? En faisant de la gravure, quoi. Mais c'est très fin, c'est de l'artisanat fin, quoi. Et là, vous voyez, du coup, que le prisme n'est pas hard, mais il est soft, ce qui rend la carte très très moche. La carte est plus fine, donc de moins bonne qualité. Et surtout, la carte a mal vieilli, c'est-à-dire qu'elles sont toutes Sunfade. La version Sunfade, bah, ça veut dire qu'elles ont perdu leur éclat, elles ont perdu leur brillance, et elles ont tendance à ternir. Donc, visualisez bien les couleurs de la page, hein. Vous voyez là le fameux dégradé qui était rouge sang, blanc, rouge sang jaune. Bah là, il est orange, jaune. Donc regardez bien les couleurs, et je vous montre du coup les couleurs originales. On n'est pas sur la même qualité, hein, on est d'accord. Donc voilà, et j'avais commencé malheureusement, je m'y connaissais pas trop, quand j'ai récupéré les Hero Collection, j'avais commencé par récupérer donc du coup les versions américaines, et quand j'ai su qu'il y avait les versions japonaises qui existaient, bah j'ai foncé, quoi. Donc voilà, on n'a pas du tout le même effet de prisme. On a un prisme beaucoup plus détaillé, et surtout
Bah, il y en a un qui a perdu de sa vivacité et de sa couleur, quoi. Bug de la cam? Non, il n'y a pas de bug de la cam. Ah, bug de la cam qui renvoie sur moi, ouais, mais ça, c'est pas grave. T'as testé ou commencé la collection Dragon Ball Super Card Game TCG? Bah, j'ai joué pendant 4 ans, ouais, j'ai joué depuis le début. PPJ, j'ai arrêté là récemment, mais j'ai gardé certaines cartes, ouais, de collection. Donc, ouais, attends, il y en a encore une autre qui peut être choquant en termes de différence de couleur. Celle-là. Donc tu vois que globalement, c'est pas du tout le même print, c'est pas du tout la même qualité. Hein. Regardez-moi ça. Je pense que déjà il y a un souci de colorisation à l'impression, et en plus du coup la carte elle a terni avec le soleil, avec le, tu sais, avec le temps juste. C'est même fou qu'ils aient validé l'impression à ce niveau-là. Ouais, mais ils s'en foutaient, je pense que ça a été édité aux États-Unis. Est-ce que j'ai la date d'ailleurs? Non, ils trichent, hein, ils mettent 95 Made in Japan alors que c'est faux. Donc voilà, c'est vraiment très moche et en même temps je les garde quand même parce qu'effectivement bah, du coup j'ai commencé sans savoir par acheter celle-là et ensuite j'ai racheté les bonnes qui sont beaucoup plus jolies et au final celle-là j'aurais pu les revendre, tu vois, je vends le full prisme et puis ça fait 1 euro, tu vois, pour quelqu'un qui cherche. Les complétistes ils veulent tout, les versions US, les versions Japan ils s'en battent les couilles, ils veulent tout. J'aurais pu les revendre et en vrai je les garde parce que mine de rien, il y a un petit côté rétro qui est pas... qui est un petit côté vintage avec le côté Sunfade qui est pas dégueulasse, tu vois. Maintenant que je les ai, je me dis bon, allez, c'est acceptable. On va les garder, quoi. On va les garder. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non, c'est fini, hein, je crois. J'ai pas de... Non. Ça fait partie de l'histoire, voilà, c'est ça. Après, pour le coup, si je les avais pas eu par erreur, je les aurais pas récupérés après, tu vois. C'est genre, je les ai prises parce que... je les ai gardées parce que je m'étais trompé et que j'ai racheté les bonnes, quoi. Rien que pour montrer la différence, c'est intéressant. Ouais, complet, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est la fin des héros collections. Je vous laisse sur cette page-là parce qu'elle est magnifique, tout simplement, en fait. Pas se mentir, elle est ouf. Hop, on va mettre ça en cam. Ça ne mangera pas de pain. Le pain ne sera pas mangé. Voilà. Merci pour ce petit tour, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, je récapitule. Les héros collections, cartes des années 90, part 1 édité entre 94 et 93, j'ai pas la date exacte. C'est pas Bandai, c'est Amada, le concurrent principal. C'est pas dans des vending machines, c'est édité dans des boosters. En voici un. Il est beau, il est chaud, il est tout neuf. Peut-être qu'on a une WGL dedans. Peut-être on l'ouvrira un jour. C'est une collection qui est courte, seulement 4 parts. C'est facile à récupérer quand on est nouveau collectionneur. Voilà, et puis je les aime beaucoup. Hein. C'est ma deuxième collection préférée derrière les Super Battle. Dans toute la collection, il n'y en a pas une seule de Trunks du film BoJack. Non, parce qu'il n'y a pas les OAV dans les Hero Collections, c'est seulement la série principale. Si jamais tu veux Trunks, BoJack et notamment les OAV, tu peux aller plutôt du côté des Super Battle, pour le coup. Où tu vas... Je vais voir si je peux te trouver ça. Donc voilà, Hero Collection c'est vraiment super pour débuter. Je trouve que c'est une collection d'entrée de gamme qui est exceptionnelle. Salut Julien, ça vaut quoi? Julien qui, ayant habité au Japon, connaît bien ces cartes-là pour le coup. On va voir si on peut pas te trouver un petit Trunks BoJack là. On va te trouver ça, je pense. Sur la plus belle des collections des BZ Vintage, évidemment. On va avancer un peu. On arrive part 6, je crois. Non, 5, part 6.
À partir de là, on devrait avoir... Bon, déjà, t'as des visuels qui, vraiment, ça te casse la mâchoire. Genre ça, en prisme, je pense que je meurs. C'est dommage qu'il n'ait pas prismé celle-là. Et ça, pareil, voilà, c'est des cartes exclusives. C'est pas une image de l'animé. C'est des cartes qui ont été dessinées pour les Super Battle. Et ça, là, Mamma Mia, à se taper la tête par terre. Pareil pour ça. Exceptionnel. Tu collectionnes encore Dragon Ball Super Card Game? Non, j'ai gardé mes cartes de collection, mais je collectionne plus. J'ai gardé certaines cartes de collection. Ah, il y a le Trunks Barra qui est là. Exceptionnel aussi ça. Regardez-moi ça, la classe de Vegeta. Là pour le coup chez Bandai, en fait chez Hamada on recyclait beaucoup les visuels. Chez Bandai vraiment on est gratiné de visuels de fou furieux quoi. Avec carrément des visuels qui n'existent pas aussi. On a aussi ça. On a aussi des loupés. Hein, voilà. Gohan qui se ferait étrangler par Bojack. What the fuck. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter des BSCG? Le manque de joueurs. Et la politique de Bandai, qui n'est pas un éditeur de TCG, mais de licence. Visuel exceptionnel aussi. Pareil, ça en prisme, je casse ma tête directement. Classer des daims dans la même image. Bah, des Vegeta, quoi. Hop, là, on a les mercenaires de l'espace, donc on devrait arriver à une image avec un petit poteau, avec un petit Trunks mercenaire de l'espace. Il y a moyen, je pense. Tu pouvais collectionner les cartes sans y jouer aussi. Bah après, c'est un budget, Coria Twitch. Ça coûte cher, franchement. Si j'y joue pas, j'arrête la collection. J'ai juste gardé les grosses secrètes qui ont vraiment une valeur affective et collection. Mais comme je me suis mis à Flesh and Blood, bah, en fait, pour cumuler plusieurs TCG, je peux pas en cumuler à l'infini, tu vois. Il faut que j'arrête certains TCG pour en commencer d'autres parce que je peux pas tout faire, tu vois, financièrement parlant. Donc le chemin, entre guillemets, et l'argent que je me suis dégagé en arrêtant des BSCG, je peux le mettre dans Flèche. Bon, allez, un petit Trunks, là, on a promis un petit Trunks. Il a pas les cheveux plus longs? Je crois pas que ça soit lui. Le Trunks en haut à gauche, déjà la tenue du film. Ah oui, non, dans le film, il a les cheveux longs, on est d'accord. Hein. Ouais, t'as bien raison, Yo-Yor-Gep. On va trouver. Hein. Voilà. C'est ça le Trunks du film. Je crois. Ça, c'est la version mercenaire de l'espace, non? Ou c'est contre Broly, ça, peut-être? J'ai un doute. Le doutage. Mais en tout cas, il a bien les cheveux longs. Et c'est là où il est le plus stylé, bien évidemment. Ça, c'est celui du film Broly. Ok. Ouais, donc en gros, contre les mercenaires de l'espace, il a les cheveux longs aussi, c'est ça? C'est le même quasiment. Ok. Ouais, c'est juste que là, il a enlevé la veste, en fait. Juste là, il a la veste en plus, c'est tout. Très très beau visuel, encore une fois. On a des visuels de fou. Hein. Bon, j'ai fait tout un stream collection sur les Super Battle, hein, pour ceux qui veulent tout connaître, tout apprendre. Et là, pour le coup, autant Hero Collection, c'est petit, c'est concentré, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes. Il y a telle ou telle carte, et je vous montre un peu les WGL. Autant en termes d'anecdotes, d'effets ludiques dans les cartes, les Super Battle, c'est les rois. Hein. C'est complètement ouf. Complètement ouf. Il y a trop de trucs à dire, c'était fou. C'était complètement fou, donc n'hésitez pas à aller checker. En plus, eux, ça s'arrête pas à DBZ. Hop là, on va jusqu'à GT. Ça, c'est les cartes bien emblématiques de ma cour de récré. Ça, c'est les boosters que j'ai ouverts quand j'étais minot, tu vois. Complètement fou. Et en plus, là, il n'y a pas 4 parties, on a 20. Alors, pour le coup, il y a à boire et à manger. Hop, et je vous montre rapido
pour vous donner envie d'aller voir l'ancienne émission dédiée au Super Battle. Et ben, je vous montre du coup les plus belles prismes du monde. Hop là. Et là on est y part. Exceptionnel ça. Ça pour le coup les cartes ont une valeur pas mal plus élevée que les Hero Collection. Là on tape sur des cartes qui ont des sacrées valeurs. Alors pourquoi ces cartes là elles sont avec les prismes? C'est parce que ces cartes là c'est des hidden prismes. C'est à dire que derrière la version régulière, quand tu décolles, t'as une prisme. C'est super rare évidemment, les avoir en bon état c'est très compliqué. Et là, vraiment, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Fond vert. Gohan à son prime. Goku à son prime. Carte de fou furieux. Carte de fou furieux. Prisme hard. Fond vert. Double prisme. Donc derrière cette prisme, il y a celle-là. Genre, tu décolles ça. Et t'as ça. Mais personne n'a envie de décoller ça. Puisque la carte est ultime. Ça, pour moi, c'est une carte de zinzin, quoi. Non, ça, c'est les Cardass, le Café Magic. C'est juste que dans les Cardass, donc les Cardass, entre guillemets, c'est les licences éditées par Bandai. T'as plusieurs types de Cardass. T'as les Cardass Super Battle, les Cardass Ondan, les Cardass Tokubetsudan. T'as eu plein de Cardass différentes. Ça, c'est les Super Battle qui sont globalement les plus emblématiques. Avec les Ondan aussi. Voilà. D'ailleurs, le prochain stream collection, ça sera sur les Cardass Ondan. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, je vous montre ça. Et là aussi, pareil, il y a à boire et à manger. Les Cardass Ondan, c'est ça. Voilà, pour ceux qui ça rappelle des souvenirs. Ça, on en parlera lors du prochain stream collection. Là, on a traité des Super Battle. On avait déjà traité On a traité, aujourd'hui des Hero Collection. Et là, la prochaine fois, on fera les Cardass Ondan. Je vous montre aussi une petite hidden prisme incroyable. Ça, derrière cette régulière, on a une prisme cachée magnifique. Pareil. Derrière ce Broly d'anthologie, on a ce Broly de fou. Mais c'est exactement l'impression qu'on a envie de donner à Alpha, d'être dans la chambre de tes cousins quand t'avais 4 ans, tu vois. C'est exactement ça, parce que moi, c'est des cartes que j'ai vu passer quand j'étais minot. Je les connaissais pas toutes d'ailleurs, tu vois. Genre, on n'avait pas internet, donc moi, j'ai redécouvert à l'âge adulte certaines Super Battle que je ne connaissais même pas, quoi. Parce que les anciennes parties, les 10 premières parts, c'est des cartes qu'on n'a pas eu en France, en fait. Les Cardass Grand Combat, j'en parle dans le stream collection, elles ont été éditées en version française à partir de la part 12. Donc c'est-à-dire que les 11 premières parts, globalement, on les voyait pas trop en France, à moins que ça soit de l'import japonais. Donc vraiment, j'ai tout redécouvert au fil du temps, quoi. T'as des cartes aussi, des masterpieces comme ça aussi. Ça, c'est vraiment pour vous donner envie d'aller voir le premier stream collection si vous l'avez pas vu, hein, parce qu'on y passe du temps, on donne toutes les anecdotes, les différences de frame, pourquoi derrière une carte verte, t'as une carte orange. Derrière une carte orange, t'as une carte verte. Les puzzles, t'as des puzzles partout. En termes d'aspect ludique, regardez-moi ça. Ça se taper la tête par terre aussi, ça. Regardez-moi cette carte-là. Pareil, ça c'est un prisme hard. Hein. Sur toutes les doubles prismes en face A, t'as un prisme hard incroyable. Avec le doggy, la version bleue qui brille, les cheveux qui brillent, mais il n'y a que le visage et le doggy orange qui brille pas. Ce qui permet de faire ressortir le personnage de ouf. Exceptionnel. Exceptionnel. Et derrière cette double prisme, t'as ni plus ni moins que genre cette image-là qui est complètement dingue. Genre, on a toujours la même image de Sangoku Super Saiyan 3. On a tout le temps la même image, mais on n'a jamais celle-là en fait. Mais celle-là, elle casse des bouches, complètement. Ah, je me rends compte que du coup, j'ai envie de reparler des Super Battle, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà, derrière la 11, il y a la 12, il y a les hidden prismes, les doubles prismes, le prisme hard, le prisme soft, t'as les cartes limitées.
Les cartes limitées, ça c'est la 500e, numéro 500. Et du coup, c'est une carte commémorative avec marqué merci pour les, merci pour votre fidélité, quoi. Avec le côté commémoratif. Complètement fou. Et ça, dans les Super Battles, des anecdotes comme ça, il y en a des montagnes. Et c'était tout l'objet du stream collection sur les Super Battles. Complètement dingue. Complètement dingue. Et alors là, ça c'est pas là, parce que ça c'est le mandala de Goku. Et le mandala de Goku, j'en ai fait un puzzle, je vous montre ça. Ça, je pense que les gens qui connaissent pas, vous allez casser votre tête aussi sur ça. Sur 2 parts séparées, hein. C'est-à-dire que les gens ignoraient qu'à la fin il y aurait ça. En gros, t'avais dans la part 15 la première moitié du puzzle. Et il fallait décoller, parce que ça c'est des max, il y en a c'est des 12. Donc il fallait décoller, savoir quelle carte se décoller. Et on ne savait pas quelle carte se décoller, il n'y avait pas internet. Hein. Donc tu t'amusais à gratter toutes tes cartes. Il fallait du coup avoir les versions collées, les versions décollées, les max en décollé. Tu voyais que ça commençait à faire un puzzle, mais tu n'avais que la suite et la résolution finale dans la part d'après, 3 ou 4 mois plus tard. Mais ça c'est, comme tu dis Flo Foufoune, c'est astro dinguerie ça. C'est complètement ouf. Et donc ça s'appelle le mandala de Goku parce que sur chaque visuel, t'as Goku, tout simplement. On dirait qu'il est pas là, mais en fait, si, regardez, il est derrière en SS3. Des génies, mais complètement. Et ça, je vous parle de ça, on est en 95, 96. Genre, il n'y a aucun jeu de cartes qui peut égaler ce que faisaient à l'époque les Japonais, quoi. C'est juste complètement dingue. Pareil, encore une carte commémorative derrière, derrière celle-là, il y a la 777, des BS Special Card, t'as les effets laser pour la part 19, donc du coup, là, c'est pas un prisme normal, c'est un prisme laser. Ça, c'est des cartes qui sont très chères. Pareil pour la dernière part, les dernières max. Hop. Version laser aussi exceptionnelle, chromée. On fera plus jamais des trucs aussi fous que ça. Complètement. Complètement fou. Là, je vous ai montré et raconté 1/20 de ce qu'il y a à dire sur les Super Battles. Donc voilà, si ça peut vous donner envie, allez vous régaler. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour les fans de cartes vintage ou même pour la découverte, la curiosité. Les Super Battles, là, je vous ai montré les héros collections aujourd'hui parce que je tenais à en parler. Je les répète, c'est vraiment une très très bonne collection d'entrée de gamme pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent découvrir la collection de cartes vintage à un prix très honorable, avec quand même une certaine diversité de cartes. Il y a des WGL, des prismes, des régulars et compagnie, mais c'est insignifiant à côté de ce qu'a été les Super Battles à l'échelle de la carte de collection, quoi. Et lâchez un petit, bien sûr, si jamais ça vous plaît et que vous connaissez pas la chaîne Replay, lâchez un petit follow, ça m'aide énormément. Point d'exclamation Replay. Autant j'adore partager ça en live et autant je le fais aussi pour la chaîne YouTube pour que ça reste un peu et que les gens puissent aller regarder les stream collections aussi en tant que format vidéo. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si jamais vous voulez en savoir plus. Du coup là on a fini la 3e partie des stream collections dédiées aux cartes DBZ Vintage. Je le rappelle, j'ai fait un stream collection numéro 1 où on parle pas d'une série en particulier mais de toutes les séries iconiques et j'explique ce qu'est la carte DBZ Vintage. Première vidéo. 2e vidéo, on a fait tout un axe principal sur les Super Battles. J'ai essayé de raconter toutes les anecdotes, tout ce que je savais des Super Battles, et il y a des choses à dire. Là, aujourd'hui, on a fait le 3e stream collection sur les héros collections. Donc la fameuse série abordable. 4e partie, on fera les Cardas Sondan. Et 5e partie, on fera les Visual Adventure, qui sont référencés par les collectionneurs, pas forcément comme la série la plus iconique, parce que les PP Cards, c'est vraiment la série la plus dure, c'est un peu la crème de la crème. Mais les Visual Adventure, c'est quand même référencé comme étant la plus belle série, avec les visuels les plus exceptionnels. Je peux vous montrer 1 ou 2 cartes comme ça pour vous teaser, et après je vous laisserai tranquille. Les Visual Adventure, ce ne sont que des visuels d'Akira Toriyama, et ça ressemble à ça. C'est pas des visuels repris de l'animé, c'est plutôt des visuels d'artbook et compagnie. Vous avez donc du coup des cartes vraiment exceptionnelles, avec un dos de cartes qui est toujours incroyable, une petite pastille qui brille qui rend très très bien. Et ça, les Visual Adventure, c'est vraiment ce que les gens, ce que la communauté des collectionneurs des BZN Vintage
estime comme étant la plus belle des séries. C'est pas la plus dure à récupérer, donc elle a pas ce côté GOAT que vont avoir les Super Battle ou les PP Cards. Par contre, en termes de visuel, on fera jamais mieux. Voilà. On fera jamais mieux que les Visual Adventure. Chaque carte est une œuvre d'art, est un tableau, est une fresque. Chaque carte fait référence à des dessins de Toriyama vraiment iconiques, quoi. C'est complètement fou, les Visual Adventure, pour le coup. Les premières parties sont difficiles à récupérer, je les ai pas récupérées, moi j'ai que les dernières parties. Mais voilà, ça c'est les Visual Adventure, et évidemment il y a les prismes qui vont avec. Voilà, et une prisme. Visual Adventure, ça ressemble à ça. C'est beau, c'est juste beau en fait, c'est genre exceptionnel. Je pourrais parler du meilleur manga ever toute la journée, je pense. Bah, moi aussi. Hein. Donc ça c'est vraiment des cartes d'exception pour le coup. Et on en parlera du coup dans la 5e. Regardez-moi ça. Juste regardez-moi ça. Un avis sur le jeu de Dokkan Battle. J'y ai beaucoup joué étant plus jeune, mais c'est un gacha game, du coup maintenant je drop les gacha games. Je pense que ça m'a fait chier de mettre de l'argent dans des données numériques que je ne reverrai jamais. Donc j'ai bien aimé Dokkan Battle, j'y ai beaucoup joué pendant des années, hein, depuis ses débuts. Hein, moi j'ai invoqué sur le premier portail de Dokkan Battle, quoi. Et j'y ai joué jusqu'aux 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, donc ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté. Et c'était un bon jeu, mais c'est un gacha game. Et je m'éloigne des gacha games, globalement. Voilà, ça c'était les Visual Adventure. Voilà, j'ai décidé de mettre mes sous dans des cartes plutôt que dans des données numériques, pour le coup. Mais je vais pas blâmer ceux qui y jouent parce que j'y ai joué pendant 4-5 ans. Et en vrai, si tu acceptes de donner un peu de pognon à un jeu qui te fait passer des bons moments depuis 4 ou 5 ans, c'est entendable. Ça dépend le pognon que tu mets dedans, en fait. Bah, je comprends, GZ Enril. Si t'es capable, en fait, de te limiter, de te réfréner, de pas mettre beaucoup d'argent dedans, si t'as cette capacité à limiter tes dépenses, à pas faire n'importe quoi, c'est entendable de jouer à Dokkan Battle, parce que c'est un bon jeu, ça fait passer le temps. Dès que t'as un moment où tu t'ennuies, tu peux aller farmer, et je trouve ça cool, tu vois. Voilà, et effectivement, je pourrais très bien y jouer en étant free-to-play. Le problème, c'est que, en fait, c'est une machination en fait sans fin. C'est-à-dire que comme justement je suis pas free to play et que j'ai déjà investi beaucoup dedans, et ben tu continues à investir, tu vois. Moi sur 5 ans sur Dokkan Battle, j'ai pas envie de savoir combien j'ai mis dedans, mais j'y ai mis, tu vois. À chaque anniversaire, je prenais les packs et compagnie. Et donc du coup il faut mettre un terme à ça directement, quoi. Par contre, si tu restes free to play toute ta life, oui bah tu peux y jouer 20 ans à Dokkan Battle, c'est pas un problème, quoi. Donc voilà, juste moi j'ai été un peu sensible sur ça, j'ai pas réussi à rester free to play, j'ai pas assez d'argent pour le dépenser là-dedans et continuer mes collections de cartes, donc j'ai fait un choix. J'ai fait un choix et mon choix ça a été de drop définitivement Dokkan Battle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a hypé pour les prochains stream collection. Je préviendrai plus tôt. Là, c'est vrai que j'ai pas prévenu pour ce stream collection, mais j'avais du temps ce matin, donc je me suis dit vas-y, let's go. Et pour le prochain stream collection, je vous en parlerai sur Twitter. Je ferai un petit tweet pour que vous sachiez quand on part. Et puis, tu peux pas revendre ton compte. Ça se revend pas, Vibrio. Ça se revend pas les comptes. Enfin, c'est pas intéressant, quoi. Quelqu'un, il vaut mieux qu'il commence un compte maintenant, qu'il invoque sur les meilleurs portails. Il aura des meilleurs persos que moi, qui ai joué pendant 5 ans, tu vois. Donc voilà, je vais vous laisser là. Merci à tous, ça me régale vraiment que ce que j'ai à partager, que ma passion principale. À la base, moi je collectionne plein de cartes, hein, maintenant Flesh and Blood, de Pokémon, Magic et tout. Mais ma vraie collection de cœur, c'est les cartes Blizzard Vintage, c'est celles que j'échangerai pour rien au monde. Voilà, que vous soyez aussi nombreux à venir, à partager cette passion, à en discuter avec moi, ça me régale de ouf. Donc je vais continuer à le faire et pareil, voilà, chaîne replay pour ceux qui auraient loupé ça, qui arrivera à la fin. Chaîne replay pour ceux qui ont loupé les 2 premiers lives. Et on va continuer ça avec les cartes à Sondan la prochaine fois. Je vous préviendrai plutôt sur Twitter pour que vous ne soyez pas forcément pris au dépourvu. Merci à tous d'avoir été là.
Je vous fais des poutous, je vous souhaite un très très bon dimanche. On se retrouve très rapidement. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, merci à tous.